Un jeune milliardaire entre dans un fast-food. Une pauvre petite fille le regarde et lui dit « Pourriez-vous m'acheter un goûter? Je ne veux pas mourir de faim comme maman. » Il se fige en entendant ces mots et prend une décision surprenante. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Clic-clac. Le bruit sec des pas d'Enzo résonnait dans le pantouse vide. Chaussures italiennes contre le marbre blanc. Un son qui était devenu une partie de lui, comme sa propre respiration. Le silence était son plus fidèle compagnon, rompu seulement par le tintement occasionnel du verre lorsqu'il se servait un verre de vin après une journée productive. Le pantouse lui ressemblait, impeccable, pratique et distant de tout. D'immenses baies vitrées encadraient la ville comme un tableau parfait. Belle à admirer, mais protégée par une barrière invisible. De là-haut, les gens ressemblaient à de minuscules points, se déplaçant sans direction. Exactement comme il préférait les voir, de loin. Enzo ajusta sa cravate en soie devant le miroir minimaliste près de l'entrée. Son reflet lui renvoya la même image que toujours. Un homme au début de la quarantaine, cheveux sombres parfaitement coupés, mâchoire définie, yeux bruns attentifs aux moindres détails. Le costume bleu marine était taillé sur mesure, comme tout le reste dans sa vie, méticuleusement planifié. « Parfait », murmura-t-il pour lui-même, bien qu'il n'y eût personne alentour pour l'entendre ou le contredire. Son téléphone vibra. Un nouveau message du bureau. Le projet du centre d'affaires nécessitait des ajustements urgents. Des clients mécontents de détails dans le hall d'entrée. Enzo sourit légèrement. Des problèmes qu'il pouvait résoudre. Des équations avec des réponses exactes. Des décisions sans nuances émotionnelles. Son territoire. L'ascenseur privé le mena directement au garage. Sa voiture, une berline allemande racée, l'attendait. Moteur silencieux, intérieur cuir. Tout à sa place. La vie d'Enzo fonctionnait comme un de ces mécanismes suisses, précise, prévisible, productive. La ville s'éveillait alors qu'il était déjà en route pour une autre réunion. La circulation était fluide à cette heure soigneusement calculée qu'il choisissait pour ses sorties. Éviter les foules était une science qu'il maîtrisait. Enzo ne détestait pas les gens, il ne savait simplement pas quoi en faire au-delà des interactions professionnelles. Ses parents étaient partis trop tôt, laissant derrière eux un garçon qui avait appris à construire des forteresses plutôt que des ponts. La radio diffusait les dernières nouvelles pendant qu'il révisait mentalement les projets du jour. Chiffres, délais, contrats. Le langage qu'il comprenait. Il se gara sur sa place privée près de l'un des cafés les plus calmes de la ville. C'était son rituel matinal, un café parfaitement préparé avant de plonger dans la routine du bureau. Le barista le connaissait déjà. Un double expresso, sans sucre, à emporter. Pas de bavardage inutile. Il quittait l'établissement quand quelque chose interrompit son flux méticuleusement planifié. Une étrange sensation sur sa jambe, comme une petite traction. Il baissa les yeux et vit quelque chose qui n'appartenait pas à sa routine calculée. Une petite enfant. Cheveux en désordre, vêtements usés, yeux immenses levés vers lui, fixés sur lui. « Monsieur, pourriez-vous m'acheter un goûter ?» La voix fluette et rauque perça les couches d'isolement qu'Enzo avait bâties au fil des ans. Instinctivement, il fit un pas en arrière, manquant de renverser son café. « Je ne veux pas mourir de faim comme maman », dit l'enfant, ses profonds yeux marrons rivés sur ceux d'Enzo. Les mots flottèrent dans l'air entre eux. Trop lourd pour un matin ordinaire. Trop lourd pour être ignoré. Trop lourd pour rester uniquement une partie de sa vie à elle, et non de la sienne. Enzo se sentit paralysé. Quelque chose dans cette phrase simple et brutale avait fait voler en éclats toutes les barrières qu'il avait érigées. Ses yeux balayèrent du regard la petite silhouette devant lui. Il y avait des cernes sombres sous ses grands yeux, qui n'auraient pas dû être là à un si jeune âge. Les cheveux, peut-être blonds sous toute cette poussière, tombaient en mèches inégales sur un visage mince. Ses ongles étaient sales. Ses pieds étaient nus. Quelque chose se serra dans l'estomac d'Enzo. Un sentiment étrange, inconfortable. Culpabilité ? Pitié ? Il ne pouvait le nommer. Il vérifia sa montre. Il était déjà en retard sur son planning précis. Il devrait juste continuer vers le bureau. Les problèmes sociaux étaient pour les travailleurs sociaux, pas pour les architectes milliardaires aux agendas chargés. « Monsieur ?» persista la petite voix. Il la regarda de nouveau. Sans un mot, Enzo pivota sur ses talons et retourna dans le café. L'enfant attendit dehors, observant à travers la vitre pendant qu'il parlait avec l'employé, désignant quelques articles sur le comptoir. Ses petits doigts tapotaient contre la vitre, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Quelques minutes plus tard,
Enzo ressortit avec un sac en papier et un grand gobelet de jus. Il s'agenouilla maladroitement à sa hauteur. Son costume coûteux toucha le trottoir sale, mais pour la première fois, cela ne sembla pas avoir d'importance. « Tiens », dit-il en tendant le sac. « Il y a un sandwich, des fruits, un gâteau. Et du jus. » Les yeux de l'enfant s'illuminèrent brièvement. Un éclair de joie sur un visage qui semblait avoir oublié comment sourire. Ses petites mains prirent le sac avec révérence, comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. « Merci, monsieur », dit-elle, la voix toujours faible mais plus assurée. Puis, sans un autre mot, l'enfant serra le sac contre sa poitrine et courut dans la rue, ses pieds nus évitant adroitement les flaques et les obstacles. En quelques secondes, elle avait disparu dans la foule matinale grandissante. Enzo resta là, agenouillé un instant de plus. Quelque chose avait changé, bien qu'il ne pût identifier quoi. Ces mots, « Je ne veux pas mourir de faim comme maman », résonnaient dans son esprit comme gravés dans le béton. Il se releva, ajusta son costume et reprit son chemin vers le bureau. Le café dans sa main était déjà froid. La journée qui avait commencé comme toutes les autres avait pris un tournant inattendu. En conduisant, il essaya de reprendre sa routine mentale, chiffres, projets, réunions. Mais l'image de ses grands yeux et de cette déclaration brutale persistait, comme une fissure dans un mur parfait. Ce soir-là, en rentrant dans son appartement silencieux, Enzo s'arrêta devant les grandes baies vitrées. Il regarda la ville en contrebas, les minuscules points en mouvement. Pour la première fois depuis longtemps, il ne vit pas seulement des points anonymes. Il se demanda combien avaient faim. Combien étaient des enfants abandonnés. Combien avaient des mères mortes, les laissant seuls au monde. Et pour la première fois depuis des années, le silence de son appartement ne lui parut pas réconfortant. Il lui parut vide. Une semaine s'était écoulée depuis la rencontre avec l'enfant. Enzo avait tenté de reprendre sa routine, mais quelque chose avait changé. Le silence de son appartement, autrefois réconfortant, semblait maintenant accusateur. En réunion, il se surprenait à être distrait, se souvenant de ses yeux immenses et de la phrase qu'il ne pouvait oublier. « Je ne veux pas mourir de faim comme maman. » Ce jeudi-là, une pluie fine tombait sur la ville. Le genre de pluie qui ne semble pas forte mais vous trempe jusqu'aux os. Enzo avait renvoyé son chauffeur. Il voulait conduire seul, réfléchir. Il emprunta un itinéraire différent de l'habituel. Sans s'en rendre compte, il cherchait, même s'il ne se l'avouerait pas. Il roulait dans une rue étroite quand il la vit. Un petit abri de fortune, entre deux grandes bennes à ordures. Des boîtes en carton empilées d'une manière presque ingénieuse, formant une structure qui tentait, avec peu de succès, de protéger de la pluie. Et dessous, recroquevillée comme un petit animal, c'était elle. Enzo arrêta la voiture. La pluie commençait à dissoudre le carton. À travers le pare-brise embué, il regarda l'enfant essayer de sauver son abri, tirant d'autres boîtes d'un tas voisin, remplaçant celles qui étaient devenues détrempées. Il y avait une détermination pratique dans ses mouvements qui ne correspondait pas à son âge. Il sortit de la voiture, sans prendre de parapluie. En quelques secondes, ses cheveux et son costume furent trempés. Il s'approcha prudemment, comme si elle était un oiseau qui pourrait s'envoler au moindre mouvement brusque. « Salut », dit-il, se sentant étrangement gauche. L'enfant leva les yeux, surprise. Un instant, son visage exprima la peur, le genre de peur que les enfants ne devraient jamais connaître. Puis la reconnaissance remplaça la crainte. « C'est vous, le monsieur du goûter ?» dit-elle, un petit sourire se formant au coin de ses lèvres. Cette reconnaissance provoqua quelque chose d'étrange dans la poitrine d'Enzo. Un serrement, suivi d'une chaleur inexplicable. « Il pleut beaucoup. Ton abri ne tiendra pas, » dit-il, regardant le carton qui cédait déjà sous le poids de la pluie. Elle haussa les épaules, un geste bien trop adulte. « J'en ferai un autre. Il y a plein de cartons derrière le marché. » La simplicité pratique de sa réponse frappa Enzo en plein cœur. Pendant qu'il s'inquiétait des détails de projets millionnaires, cet enfant calculait la résistance du carton face à la pluie. « Tu as faim ?» demanda-t-il, bien que la réponse fût évidente. Ses bras étaient encore plus minces que la dernière fois qu'il l'avait vue. Elle hésita. La fierté luttant contre le besoin. « Un peu » admit-elle finalement. « Viens. Allons manger quelque chose. Il fait trop froid ici. » Elle regarda ses quelques affaires, un sac à dos élimé et quelque chose qui ressemblait à un ours en peluche auquel il manquait un bras, comme si elle se demandait s'il serait en sécurité. « Tu peux prendre tes affaires », ajouta Enzo, comprenant son inquiétude. Le trajet jusqu'au restaurant fut silencieux. Dans la voiture, elle paraissait encore plus petite, enfoncée dans le siège en cuir.
Elle serrait son sac à dos et l'ours en peluche contre sa poitrine, comme un bouclier. Ses yeux observaient tout, les boutons du tableau de bord, la sellerie douce, le petit cristal accroché au rétroviseur. Un monde complètement nouveau. Il choisit un autre restaurant cette fois, plus cosy, moins bondé. Quand ils entrèrent, la chaleur les enveloppa et Enzo remarqua à quel point elle tremblait, malgré ses efforts pour le cacher. « Qu'est-ce que tu aimerais manger ?» demanda-t-il alors qu'il s'installait à une table au fond. Ses yeux parcoururent le menu aux images colorées comme s'il s'agissait d'un trésor. « Je peux choisir n'importe quoi ?» « N'importe quoi, confirma-t-il. Elle pointa du doigt un hamburger avec des frites et un milkshake au chocolat. De la nourriture d'enfant. Quelque chose de normal. Il était facile d'oublier, en la voyant là, qu'il n'y avait rien de normal dans sa situation. En attendant la nourriture, Enzo tenta une approche prudente. « Comment tu t'appelles » ? « Léa » répondit-elle, ses doigts joints avec le bord de la table. « Et toi » ?« Enzo. »« Enzo » répéta-t-elle, comme pour tester le son. « C'est un nom différent. »« C'est italien. »« Comme la pizza » demanda-t-elle, et pour la première fois, Enzo vit une véritable étincelle d'enfance dans ses yeux. « Oui, comme la pizza » sourit-il, se surprenant lui-même. La nourriture arriva et Léa la dévora comme s'il n'y avait pas de lendemain. Enzo dut lui rappeler de ralentir pour ne pas se rendre malade. La regarder était un mélange de fascination et d'horreur. Comment une enfant pouvait-elle en arriver là ? Ta maman ? Commença-t-il, incertain de la manière d'aborder le sujet. Tu en as parlé l'autre jour. Le visage de Léa se durcit légèrement, mais pas complètement. Elle est morte. Il y a un mois, je crois. La simplicité de la déclaration était plus douloureuse que n'importe quel cri. Je suis désolé, dit Enzo, les mots semblant insuffisants. Léa haussa de nouveau les épaules. Ce geste d'adulte qui ne devrait jamais appartenir à une enfant. On vivait dans la rue depuis que j'étais toute petite. Maman disait toujours qu'un jour elle trouverait un travail et qu'on aurait une maison. Mais ensuite, elle est tombée malade. Ces mots sortaient entre les bouchées d'hamburger. Elle toussait beaucoup. Du sang, aussi. Puis un jour, elle ne s'est juste pas réveillée. Enzo sentit un nœud dans sa gorge. La tuberculose, probablement. Une maladie traitable qui tuait encore des gens dans la rue pendant qu'ils signaient des contrats millionnaires pour construire des gratte-ciel. Et ton père ? Jamais connu, répondit-elle simplement. Maman disait qu'il était beau mais qu'il avait disparu avant ma naissance. Pas d'autres parents ? Tante, oncle, grands-parents ? Léa secoua la tête en sirotant son milkshake. C'était juste nous. Maman disait que sa famille ne voulait plus la voir. À cause de moi, je suppose. Un autre coup de poignard au cœur d'Enzo. La façon désinvolte dont elle parlait de son abandon était troublante. Et après ta mère, après ça, personne n'est venu t'aider ? Les services sociaux, la police ? Une dame du gouvernement est venue. Elle voulait m'emmener dans un endroit avec d'autres enfants. Mais là-bas, les grands frappent les petits. Le fils de Madame Marie, la dame du chariot de popcorn, y est resté et il est revenu tout couvert de bleu. Alors je me suis enfui. Enzo resta silencieux, absorbant l'information. Un système défaillant. Une enfant survivant seule dans la rue. Et personne ne semblait remarquer ou s'en soucier. Sauf, maintenant, lui. Quand ils eurent fini de manger, il pleuvait toujours, plus fort maintenant. L'abri en carton n'existait certainement plus. Merci pour la nourriture, monsieur. C'était le meilleur repas de ma vie, dit Léa, se préparant déjà à descendre de sa chaise. Attends, dit Enzo, ne sachant pas exactement ce qu'il allait faire ensuite. Il pleut fort. Ton abri est probablement détruit. Léa regarda par la fenêtre, confirmant ce qu'il disait. Je trouverai un autre endroit. Il y a un passage souterrain pas loin. Si je prends une bonne place, ça ne sera pas trop mouillé. L'image d'elle, seule sous un passage souterrain, était insupportable. Et si ? Commença Enzo, surpris de ce qu'il s'apprêtait à suggérer. Et si tu venais chez moi ? Juste le temps que la pluie s'arrête. Léa le regarda avec un mélange d'espoir et de méfiance qui lui brisa le cœur. Chez vous ? Il y a une télé ? Une question si enfantine, si normale, fit sourire Enzo. Oui, il y a une télé. Et de l'eau chaude pour un bain. Et un lit sec. Ses yeux pétillèrent, puis s'assombrirent. Je ne peux pas payer. Tu n'as pas à payer. C'est une invitation. Elle semblait toujours suspicieuse. Pourquoi ? Les gens ne font pas les choses gratuitement.
Parce qu'il pleut, répondit Enzo, se sentant inadéquat. Et parce que personne ne devrait dormir dans la rue. Surtout pas une enfant. Léa réfléchit un instant, son petit visage un masque de considérations adultes. Finalement, elle hocha la tête. Seulement jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Sur le chemin de la voiture, elle prit la main d'Enzo. Un petit geste, peut-être instinctif, mais qui lui envoya un courant électrique. Responsabilité. Confiance. Des choses que personne ne lui avait jamais confiées au-delà du domaine professionnel. Il conduisit avec une prudence accrue sur les rues mouillées, conscient de la précieuse passagère sur le siège à côté de lui. Dans le rétroviseur, il vit Léa lutter contre le sommeil, sa tête tombant sur le côté puis se redressant brusquement. « Tu peux dormir » dit-il doucement. « Vraiment ? Vraiment ?» Sans autre réponse, Léa s'abandonna à l'épuisement, serrant son ours en peluche sans bras. Et ainsi, cette nuit pluvieuse, Enzo fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il ramena chez lui une enfant qui dormait sur du carton. L'appartement d'Enzo occupait tout le dernier étage de l'immeuble. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Léa resta immobile, les yeux écarquillés, comme si elle avait pénétré dans un château de contes de fées. « C'est tout à vous, cet endroit ?» demanda-t-elle, la voix presque un murmure. « Oui » répondit Enzo, réalisant pour la première fois comment sa maison pouvait paraître à des yeux qui n'avaient connu que le carton et les passages souterrains. Le marbre blanc brillait sous un éclairage doux. Les baies vitrées révélaient la ville en contrebas, maintenant une mer de lumière chatoyante sous la pluie. Des meubles élégants dans des tons de gris et de noir. Des œuvres d'art contemporain au mur. Une technologie intégrée qui répondait aux commandes vocales. Léa marchait sur la pointe des pieds, comme si elle avait peur de briser le sol. Elle toucha les surfaces du bout des doigts, le cuir souple du canapé, le verre poli de la table basse, la texture d'une sculpture abstraite. Son visage reflétait l'émerveillement et autre chose, le contraste brutal entre son monde et celui-ci. « Vous vivez ici seul ?» demanda-t-elle finalement, serrant son ours en peluche abîmé contre sa poitrine. « Oui » répondit à nouveau Enzo, remarquant pour la première fois à quel point ce mot sonnait étrangement. « Seul. » Un écho dans un espace trop grand pour une seule personne. « Vous n'avez pas peur ?» La question le prit au dépourvu. « Peur de quoi ?» « Des monstres » répondit-elle sérieusement. « Les grands endroits ont plus de cachettes pour les monstres. » Un instant, Enzo ne sut quoi dire. Puis, quelque chose s'ouvrit dans sa poitrine et il sourit. Un vrai sourire, pour la première fois depuis longtemps. « Eh bien, maintenant je tais-toi pour me prévenir si tu vois des monstres. » Cela sembla la satisfaire. Ses petites épaules se détendirent un peu. « Je suppose qu'un bain chaud te ferait du bien, » suggéra-t-il, remarquant que ses vêtements étaient encore humides de la pluie. Ses yeux brillèrent. « Un bain chaud ? Pour de vrai ?» Enzo sentit un autre pincement au cœur. Depuis combien de temps cette enfant n'avait-elle pas pris de bain chaud ? Il avait été si occupé à construire des tours de verre et d'acier qu'il n'avait jamais pensé à ceux qui vivaient dans leur ombre. La salle de bain des invités était plus grande que beaucoup d'appartements. Léa se tenait sur le seuil, observant la baignoire à remous comme si c'était un lac enchanté. « C'est comme une petite piscine dans une maison », remarqua-t-elle avec admiration. Enzo ouvrit les robinets, ajustant la température. De la mousse parfumée commença à se former sur l'eau. « Je vais chercher une serviette ?» Il s'interrompit, réalisant le problème. « Tu auras besoin de vêtements propres. » Léa regarda ses vêtements usés, un jean délavé, plusieurs tailles trop grands, tenu à la taille par une corde, et un t-shirt qui avait peut-être été rouge autrefois. « C'est tout ce que j'ai, » dit-elle simplement. Enzo réfléchit rapidement. « Attends ici, » dit-il en quittant la salle de bain. Il revint quelques minutes plus tard avec l'un de ses t-shirts les plus doux. Ce serait comme une robe sur elle, mais cela ferait l'affaire jusqu'à ce qu'il trouve mieux. « Tu peux porter ça pour l'instant. Demain, on t'achètera de nouveaux vêtements. » Léa toucha le tissu en coton égyptien comme s'il était fait de nuages. « C'est si doux, » murmura-t-elle. « Je te laisse, » dit Enzo, soudain conscient de l'étrangeté de la situation. « Prends ton temps. Il y a du shampoing et du savon là-bas. Je serai dans le salon si tu as besoin de quelque chose. » En attendant, Enzo fit la chose la plus impulsive de sa vie d'adulte. Il appela son assistante. « J'ai besoin que vous trouviez une nounou immédiatement. Pour commencer demain matin. » La voix à l'autre bout du fil ne cacha pas sa surprise. « Une nounou, monsieur ? » « Oui. Quelqu'un de compétent, discret, disponible à plein temps. »« Monsieur, avez-vous un enfant maintenant ?» La question resta en suspens.
Enzo réalisa qu'il n'avait pas de réponse. Qu'était-il en train de faire exactement? Héberger une enfant des rues pour une nuit? Pour plus longtemps? Il n'avait pas pensé au-delà du moment présent. Inouï pour quelqu'un dont les projets étaient planifiés des années à l'avance. J'ai une situation temporaire, répondit-il finalement. Et j'ai besoin d'aide professionnelle. Après avoir raccroché, il se sentit étrange, comme s'il était dans le rêve de quelqu'un d'autre. De la salle de bain provenaient de petits bruits de plaisir alors que Léa découvrait la simple joie d'un bain chaud. Une demi-heure plus tard, elle apparut dans le salon, nageant pratiquement dans le t-shirt blanc d'Enzo. Ses cheveux humides révélaient une nuance de blond qui avait été cachée sous des couches de crasse. Elle ressemblait à une enfant différente. Plus jeune, d'une certaine manière. Plus enfantine. « Meilleur bain de ma vie », déclara-t-elle avec un sourire qui révélait une dent de lait manquante. « Tu as sommeil ?» demanda Enzo, remarquant ses yeux lourds luttant contre la fatigue. Elle hocha la tête, sans résister. Enzo l'emmena dans la chambre d'amis. Un autre espace énorme pour quelqu'un de si petit. Le lit king size au drap de coton égyptien semblait l'avaler. « C'est si doux », commenta Léa en s'enfonçant dans le matelas. Ne sachant pas exactement quoi faire, Enzo remonta les couvertures autour d'elle. Un geste maladroit mais sincère. « Si tu as besoin de quelque chose pendant la nuit, ma chambre est juste là, dit-il en désignant la porte du couloir. Appelle-moi, simplement. Léa le regarda avec un sérieux qui n'appartenait pas à une enfant. Merci de ne pas m'avoir laissé sous la pluie. Tu n'as pas à me remercier, répondit-il, se sentant étrangement ému. Bonne nuit, Enzo, dit-elle, les yeux déjà clos. Bonne nuit, Léa. Le lendemain matin, la nounou arriva. Une femme nommée Elena, aux yeux bienveillants et aux mains sûres. Enzo expliqua vaguement la situation, une enfant qui avait besoin de soins temporaires pendant qu'il réglait des questions juridiques. Elena ne posa pas beaucoup de questions. Elle hocha seulement la tête avec la sagesse de quelqu'un qui en avait vu d'autres. Les jours se transformèrent en semaines. La situation temporaire prit une forme plus permanente. Des vêtements d'enfants, des jouets et des fournitures scolaires commencèrent à s'accumuler dans l'appartement d'Enzo. Il engagea un tuteur pour évaluer le niveau scolaire de Léa et commencer des leçons de base. Elena s'occupait des repas, de l'hygiène et de la routine. Pendant ce temps, Enzo restait immergé dans son travail. Il partait tôt, rentrait tard. Quand il arrivait, Léa avait déjà pris son bain, ses cheveux soigneusement brossés, vêtue d'un pyjama coloré. Le contraste avec l'enfant qu'il avait trouvé sous le carton était saisissant. « Enzo !» criait-elle au son de l'ascenseur, courant vers l'entrée. Il la saluait d'un sourire contenu et d'un signe de tête. Sa routine ne permettait pas plus que ça. Ou du moins, c'est ce qu'il se disait. « Regarde ce que j'ai fait aujourd'hui », disait-elle fièrement, lui montrant des dessins colorés. Des maisons avec des cheminées fumantes, des arbres plus grands que des montagnes, des fleurs souriantes, et toujours deux personnages se tenant la main, un grand et un petit. Très joli, répondait-il en posant sa veste et sa mallette. Les dessins commencèrent à apparaître partout dans l'appartement. Elena les collait sur le réfrigérateur avec des aimants. Puis ils apparurent sur les murs du couloir. Plus tard, encadrés dans le salon. Des couleurs vibrantes envahissant le monologue gris et noir qui dominait l'espace. Progressivement, l'appartement changea. Un plaid coloré sur le canapé en cuir. De minuscules chaussons à côté des grands à l'entrée. Un gobelet en plastique avec des licornes à côté des verres en cristal. Des livres pour enfants sur des étagères qui ne contenaient autrefois que des traités d'architecture. Le pouvoir transformateur de l'enfance, redessinant l'espace avec la même subtilité et la même persistance que l'eau sur la pierre. Chaque nuit, même en rentrant tard, Enzo s'arrêtait à la porte de Léa. Il observait sa respiration régulière, l'ours en peluche, maintenant avec un bras recousu par Elena, fermement serré dans ses bras. Et il ressentait quelque chose d'étrange. Quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Avant de s'en rendre compte, il ajustait déjà sa routine. Il commença à rentrer plus tôt le vendredi. Puis le mercredi aussi. Bien qu'il évitât toujours les interactions prolongées, il était impossible de ne pas remarquer comment Léa illuminait l'endroit de sa présence. « Pourquoi toutes ces grandes fenêtres si tu ne regardes jamais dehors ?» demanda-t-elle un jour, alors qu'il examinait des plans dans son bureau à domicile. La simple question le fit s'arrêter. Depuis combien de temps n'avait-il pas apprécié la vue pour laquelle il avait payé des millions? Quand avait-il vraiment vu le coucher de soleil pour la dernière fois sur la ville qu'il avait contribué à construire? Ce soir-là, sans prévenir, il s'assit à côté d'elle sur le sol du salon. Léa dessinait, la langue sortant du coin de sa bouche en signe de concentration.
Qu'est-ce que tu dessines ? Demanda-t-il. Le sourire qu'il reçut en réponse fut comme un petit soleil levant. Notre maison, répondit-elle simplement. C'est alors qu'Enzo réalisa que son appartement de béton et de silence s'était transformé en foyer, sans même qu'il ait remarqué le moment exact où cela s'était produit. Le premier changement dans la routine d'Enzo fut presque imperceptible. Une réunion déplacée de 18h à 17h. Un petit déjeuner plus matinal pour pouvoir emmener Léa à son premier cours de natation. De petits ajustements qui, ensemble, créaient des poches de temps qui n'existaient pas auparavant. Un jeudi ordinaire, il arriva à la maison à 16h. Quelque chose d'impensable quelques semaines plus tôt. Le son de l'ascenseur annonça son arrivée, comme d'habitude, Léa accourut. « Tu es rentré tôt », s'exclama-t-elle, les yeux brillants de surprise. « J'ai tout fini plus vite aujourd'hui », répondit-il, ne mentionnant pas qu'il avait délégué 3 réunions et reporté un dîner d'affaires. Elena apparut à l'embrasure de la cuisine, portant un tablier à fleurs qui détonnait avec l'environnement minimaliste. « Monsieur Enzo, nous ne vous attendions pas si tôt », dit-elle avec un sourire discret. Léa allait commencer ses dessins de l'après-midi. « Des dessins ?» demanda-t-il, réalisant à quel point il connaissait peu le quotidien de l'enfant dans sa propre maison. « Oui », répondit Léa avec enthousiasme, attrapant sa main. « Viens voir. » Sans résistance, Enzo se laissa conduire jusqu'à la table de la salle à manger où crayons de couleur, feutres et feuilles blanches étaient soigneusement disposés. Tout un monde de couleurs qui n'avait jamais fait partie de sa vie auparavant. « Je dessine pendant 2 heures. Elena dit que c'est mon moment créatif, expliqua Léa avec le sérieux de quelqu'un discutant d'un projet important. Et qu'est-ce que tu vas dessiner aujourd'hui ? Un parc, répondit-elle promptement. Avec plein d'arbres et un étang avec des canards. Tu as déjà vu de vrais canards, Enzo ? La question était simple mais lourde de sens. Enzo se souvint de son enfance en Italie, des après-midi avec son grand-père à nourrir les canards sur la place d'un petit village. Oui, dit-il. Quand j'étais enfant. Ils sont comment ? Demanda Léa, déjà assise à table, un feutre jaune à la main. Sans trop réfléchir, Enzo tira une chaise et s'assit à côté d'elle. Ils ont des plumes douces, des becs plats, et ils font un drôle de bruit, coin-coin. Léa rit de son imitation maladroite. Tu peux en dessiner un ? Enzo hésita. Il n'avait rien dessiné depuis des décennies, à l'exception de dessins techniques. Mais quelque chose dans l'expression impatiente de Léa le poussa à prendre un crayon. « Je vais essayer », dit-il en se penchant sur le papier. Elena, observant depuis l'embrasure de la porte, retourna tranquillement dans la cuisine, un sourire discret aux lèvres. Le premier canard d'Enzo était terrible. Disproportionné et trop raide. Léa, cependant, applaudit avec enthousiasme. « Dessine toute une famille », exigea-t-elle. « Papa canard, maman canard et les bébés canards. » Sans qu'ils s'en rendent compte, 1 heure entière passa. Le parc imaginaire prit vie avec des canards, des arbres, un banc où 2 personnages, un grand, un petit, regardaient la scène. « C'est nous », expliqua Léa en pointant du doigt. « Tu m'as emmené voir les canards. » Enzo sentit une étrange boule dans sa gorge. Une émotion qu'il ne pouvait nommer. Le lendemain, il rentra à 17h. Puis 16h30. La semaine suivante, il réserva tout son vendredi après-midi. À son bureau, son assistante observait, perplexe, les changements qui ondulaient à travers l'emploi du temps autrefois inébranlable. Engagement familial, expliqua simplement Enzo, sans fournir plus de détails. Les séances de dessin de l'après-midi devinrent un rituel. Puis vinrent les soirées cinéma improvisées, la télévision du salon diffusant des dessins animés qu'Enzo n'aurait jamais imaginé regarder. Assis sur le canapé en cuir italien, Léa blottie à côté de lui, serrant son ours en peluche, il se surprenait à rire de blagues enfantines, à encourager des princesses en détresse. « C'est mon préféré », dit Léa pendant un film sur une petite fille qui se lie d'amitié avec un monstre bleu. Parce que même s'ils sont différents, ils s'aiment beaucoup. Enzo hocha la tête, reconnaissant la sagesse cachée dans son commentaire. Entre les dessins au sol et les films sur le canapé, la distance entre eux se réduisit. Léa ne courait plus seulement pour lui montrer ce qu'elle avait fait et obtenir un signe de tête poli. Elle cherchait aussi sa main, où se nichait parfaitement sous son bras lorsqu'ils étaient assis ensemble. Enzo, qui n'avait jamais été porté sur le contact physique, se retrouva à glisser une mèche rebelle derrière son oreille ou à accepter des câlins spontanés sans gêne. Un samedi matin, alors qu'il préparait des pancakes, une nouvelle addition à sa routine, Léa demanda « Pourquoi tu ne t'es jamais marié, Enzo ?»
La question le prit au dépourvu, la spatule s'arrêtant en plein vol. Comment sais-tu que je ne me suis jamais mariée? Elena a dit que tu es célibataire. C'est parce que tu n'aimes personne? Enzo réfléchit un instant. Je suppose que j'étais toujours trop occupé à construire des bâtiments pour construire des relations, répondit-il, se surprenant lui-même par cette honnêteté. Léa médita la réponse, retournant soigneusement son pancake avec une concentration intense. Mais maintenant, tu as du temps pour moi. Ce n'était pas vraiment une question, mais il y avait une vulnérabilité cachée dedans. Oui, confirma Enzo. Maintenant, j'ai du temps pour toi. Le sourire qu'il reçut en retour illumina toute la cuisine. La semaine suivante, lors d'une de leurs séances de dessin, Léa travailla avec une concentration inhabituelle. Elle gardait le papier caché sous son bras, souriant mystérieusement chaque fois qu'Enzo essayait de jeter un coup d'œil. C'est une surprise, disait-elle, la langue pointant au coin de sa bouche en signe de concentration. Quand elle le révéla enfin, Enzo sentit le monde s'arrêter un instant. Le dessin montrait deux personnages se tenant la main. Un grand, en costume. L'autre petit, en robe. Au-dessus d'eux, un arc-en-ciel coloré. Et en bas de la page, écrit en lettres inégales mais soignées, Enzo, papa de cœur. Elena m'a aidé avec les lettres, expliqua Léa, observant attentivement sa réaction. Tu aimes? Enzo ne put répondre immédiatement. Un nœud se forma dans sa gorge, pour la première fois depuis des décennies, il sentit ses yeux s'embuer. Ce petit papier coloré, avec ses lignes tordues et ses couleurs vives, lui semblait plus précieux que toutes les récompenses d'architecture de son bureau. Je l'adore, réussit-il enfin à dire, la voix légèrement rauque. Je peux t'appeler comme ça? Demanda Léa, une tension visible dans ses petites épaules. Papa de cœur? Enzo la serra dans ses bras, sentant la fragilité et la force dans ce petit corps. Une enfant qui avait tout perdu, mais qui avait assez d'amour à donner. Oui, répondit-il simplement. Cette nuit-là, après que Léa se fut endormie, Enzo resta dans le salon, contemplant le dessin, maintenant fixé au centre du réfrigérateur avec un aimant en forme d'étoile. Papa de cœur. 4 mots qui redéfinissaient qui il était et qui il pouvait être. Un titre qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Son téléphone vibra. Un email urgent concernant le projet du centre financier. Pour la première fois, Enzo l'ignora. Il y avait des questions plus importantes maintenant. L'espace de l'affection exigeait une présence, et il était enfin prêt à l'occuper. Le bureau d'Enzo occupait le dernier étage d'un immeuble de verre du centre-ville. De là, il pouvait presque tout voir. Les gratte-ciel qu'il avait aidé à construire, la ligne d'horizon qu'il avait redessinée avec ses projets. L'homme qui façonne le paysage urbain l'avait un jour appelé un magazine. Aujourd'hui, cependant, il ne regardait pas dehors. Son regard était fixé sur un dossier posé sur son bureau, procédure d'adoption, exigences et documentation. La décision n'avait pas été soudaine, même si le dossier n'était apparu sur son bureau que ce matin-là. Depuis des semaines, l'idée grandissait en lui, comme un bâtiment qui existe d'abord en esquisse puis prend progressivement substance et forme. Il ne pouvait plus imaginer sa vie sans Léa. Les dessins partout dans la maison, son rire dans l'air, ses questions sans fin sur le fonctionnement des choses. Même leur silence avait changé. Il n'était plus vide, mais rempli d'une présence qui rendait tout plus vivant. Son téléphone vibra. Un message d'Elena, Léa demande à quelle heure vous rentrez. Elle prépare quelque chose de spécial à vous montrer. Enzo sourit. Les jours où il rentrait dans un appartement vide semblaient appartenir à une autre vie, vécue par une autre personne. Monsieur, appela son assistante depuis la porte. L'avocat est en ligne. Enzo hocha la tête, décrochant le téléphone. Martin? J'ai besoin de conseils sur quelque chose de personnel. La conversation dura près d'1 heure. Questions juridiques, exigences, évaluation psychologique, visite à domicile. Une longue route bureaucratique, mais rien qui ne l'intimida. Enzo avait toujours été du genre à poursuivre avec une détermination de fer une fois qu'il avait décidé d'une ligne de conduite. Nous pouvons commencer dès aujourd'hui, dit l'avocat à la fin. Mais êtes-vous sûr? C'est un engagement à vie. Enzo jeta un coup d'œil à la photo encadrée sur son bureau, une nouvelle addition. Elle le montrait, lui et Léa, dans un parc, assis sur une balançoire. Elle, avec un immense sourire. Lui, avec un demi-sourire, inhabituel pour son visage peu expressif mais sincère. Elena l'avait prise un dimanche ensoleillé. J'en suis sûr, répondit-il, surpris de la fermeté de sa propre voix. Le trajet de retour à la maison sembla différent ce jour-là.
Il acheta des fleurs, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Des roses blanches, que la fleuriste lui assura être parfaites pour les occasions spéciales. Il s'arrêta aussi dans une pâtisserie et choisit un gâteau au chocolat avec des fraises, le préféré de Léa. Quand l'ascenseur s'ouvrit sur son appartement, Elena vint l'accueillir, l'air intriguée par les fleurs et le gâteau. « Occasion spéciale, monsieur Enzo ?» « La plus spéciale de toutes, répondit-il en posant sa veste sur le portant. « Où est Léa ?»« Dans sa chambre, elle termine une surprise pour vous. Dois-je l'appeler ?»« S'il vous plaît. » Pendant qu'Elena allait chercher Léa, Enzo dressa la table dans le salon. Il plaça les fleurs dans un vase en cristal qu'il n'avait jamais utilisé, positionna le gâteau au centre, ajouta des assiettes et des couverts. Des gestes simples qu'il ne s'était jamais imaginé faire. « Enzo !» La voix de Léa arriva avant elle, vibrant d'excitation. « Tu es rentré tôt. » Elle accourut, un morceau de papier à la main, ses cheveux blonds détachés rebondissant, ses pieds nus touchant à peine le sol. Quand elle vit la table décorée, elle s'arrêta net. « C'est l'anniversaire de quelqu'un ?»« Pas exactement, » répondit Enzo, ressentant une nervosité qu'aucune négociation millionnaire ne lui avait jamais causée. « C'est un autre genre de célébration. » Léa regarda les fleurs, le gâteau, puis lui, penchant la tête avec curiosité. « Qu'est-ce qu'on fête ?» Enzo s'agenouilla à sa hauteur, un geste qu'il avait appris à faire au cours des dernières semaines, la regardant littéralement dans les yeux quand c'était important. « Je veux te demander quelque chose de très sérieux, » commença-t-il, la voix plus douce qu'aucun de ses employés ne l'aurait reconnu. « Est-ce que tu aimes vivre ici ?» Léa hocha vigoureusement la tête. « C'est le meilleur endroit du monde. Il y a de l'eau chaude, un lit doux, et tu es là. » La simplicité de sa réponse le frappa en plein cœur. « Est-ce que tu aimerais continuer à vivre ici? Pour toujours ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Pour toujours? Pas juste jusqu'à ce que la pluie s'arrête ?» Enzo sourit à ce rappel de sa promesse initiale, faite tant de semaines auparavant. « Pour toujours. Officiellement. Comme adopté ?» demanda-t-elle, la voix presque un murmure. Elena, observant depuis l'embrasure de la cuisine, porta la main à sa bouche, les yeux déjà embués de larmes. « Oui, » confirma Enzo. « J'ai parlé à des gens qui savent comment faire ce genre de choses. Il y a beaucoup de paperasse, quelques visites que nous devrons faire. Ça prendra du temps. Mais si tu veux, j'aimerais être ton père. Pas seulement de cœur, mais sur le papier aussi. » Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais sembla une éternité. Puis, sans prévenir, Léa jeta ses bras autour du cou d'Enzo, le serrant si fort qu'elle faillit le renverser. « Oui, oui, oui », répétait-elle, le visage enfoui contre son épaule. Enzo la serra en retour, sentant son petit corps trembler d'une joie trop grande pour être contenu. Par-dessus l'épaule de Léa, il vit Elena essuyer ses larmes, un immense sourire aux lèvres. Quand elle se détacha enfin, les yeux de Léa brillaient, ses joues étaient rouges. « Alors maintenant, on est vraiment une famille ?» demanda-t-elle, une vulnérabilité brute dans sa voix. La question frappa Enzo comme une révélation. Famille. Un mot dont il avait perdu le sens il y a si longtemps qu'il n'était plus qu'un lointain souvenir d'un garçon qui avait perdu ses parents trop tôt. Et maintenant, ce mot renaissait, chargé d'un nouveau sens. « Oui, Léa, » répondit-il, la voix brisée. « Nous sommes vraiment une famille. » Elle sourit, puis se souvint du papier qu'elle tenait toujours à la main. « J'ai failli oublier. J'ai fait ça pour toi. » C'était un autre dessin, différent des autres, plus élaboré, fait avec un soin supplémentaire. Il montrait une maison, pas le Penthouse, mais une maison avec un jardin, des arbres et une balançoire. Devant la maison, 2 personnages. Et au-dessus d'eux, écrit par Léa d'une écriture soignée bien qu'inégale, aidée par Elena, notre famille. « C'est magnifique, » dit Enzo, traçant légèrement les lignes colorées du bout des doigts. « J'ai travaillé dessus toute la journée, » expliqua-t-elle fièrement. « Je voulais te donner quelque chose de spécial. Parce que... » Sa voix faiblit un peu. « Parce que tu m'as sauvé de la pluie. » Enzo secoua la tête, sentant son cœur gonfler d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. « Non, Léa, » dit-il doucement. « C'est toi qui m'as sauvé. » Cette nuit-là, après que Léa se fut enfin endormie, épuisée par tant d'émotions, Enzo resta éveillé, contemplant par la fenêtre la ville en contrebas. La même vue que toujours, mais vue maintenant à travers des yeux différents. Chaque lumière représentait une histoire, une famille, une vie. Et maintenant, il faisait partie de cette tapisserie d'une nouvelle manière. Le choix du cœur était simple, au fond.
Si simple qu'il se demanda pourquoi il avait mis si longtemps à le voir. L'idée vint une nuit ordinaire, alors qu'Enzo regardait Léa dormir. Le processus d'adoption avait commencé, apportant avec lui une avalanche de formulaires, d'entretiens et de visites d'assistantes sociales. L'une de ces visites avait perturbé Léa plus que d'habitude. Après le départ de l'assistante sociale, elle était restée silencieuse, dessinant avec une intensité inhabituelle. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Enzo, s'asseyant à côté d'elle sur le tapis. « Les autres enfants » répondit-elle simplement. « Quels autres enfants ?»« Ceux qui sont encore dans la rue. Comme moi avant. » Ses petits doigts continuaient à colorier. La dame du gouvernement a dit que beaucoup d'enfants n'ont pas autant de chance que moi. Ces mots restèrent avec Enzo. Cette nuit-là, pendant que Léa dormait, serrant son ours en peluche rafistolé, il resta éveillé, pensant au hasard qui les avait réunis. Un jour différent, une rue différente, et ils ne se seraient jamais rencontrés. Combien d'autres enfants étaient là dehors, dormant sur du carton, invisibles aux yeux de tous? Le lendemain matin, il arriva au bureau avec une énergie différente. Son équipe remarqua que tout chez lui semblait différent ces derniers temps. Le patron perfectionniste et distant souriait parfois, arrivait plus tard, partait plus tôt, et avait des photos d'une enfant blonde sur son bureau. « Annulez mes réunions du matin », ordonna-t-il à son assistante. « Et appelez Marcos et l'équipe des projets sociaux. » 2 heures plus tard, une douzaine d'architectes étaient réunis autour de la grande table de conférence pendant qu'Enzo présentait sa vision. « Un centre d'accueil », expliqua-t-il, projetant des esquisses préliminaires sur les écrans. Mais différent de tous les autres. Pas un entrepôt pour enfants. Pas une institution froide. Une maison temporaire qui ressemble vraiment à une maison. Les architectes échangèrent des regards. Les projets sociaux n'étaient pas nouveaux pour le cabinet. Il y en avait toujours quelques-uns en cours, bons pour l'image de l'entreprise et les avantages fiscaux. Mais jamais avec l'implication directe du patron. « Je veux un endroit où je serai à l'aise de mettre ma propre fille », continua Enzo. Le mot « fille » lui échappa naturellement, provoquant d'autres regards surpris. Des espaces ouverts, de la lumière naturelle, de la verdure. La sécurité sans donner l'impression d'être une prison. La dignité. Marcos, le directeur des projets sociaux, s'éclaircit la gorge. Quel est notre budget approximatif ici? Tout ce qu'il faudra, répondit Enzo. C'est personnel. Je veux que ce soit exemplaire. Dans les semaines suivantes, le projet qui serait appelé Maison Racine, Rutos, commença à prendre forme. Chaque matin, Enzo y consacrait 2 heures avant de s'occuper de quoi que ce soit d'autre. Le soir, il ramenait des croquis à la maison et les étalait sur la table de la salle à manger. « C'est quoi ces dessins ?» demanda Léa un soir, curieuse des papiers qu'Enzo examinait. « Un projet spécial » répondit-il. « Une maison pour les enfants qui n'ont pas d'endroit où rester. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Comme moi avant ?»« Oui, comme toi avant. » Léa resta silencieuse, réfléchissant un moment. Puis elle courut dans sa chambre. Elle revint avec sa boîte de crayons de couleur et s'assit à côté d'Enzo. « Je peux aider ?» Enzo sourit, dégageant quelques papiers pour lui faire de la place. « Bien sûr que tu peux. En fait, tu es l'experte ici. » Cette nuit marqua le début d'une collaboration inhabituelle. Un architecte renommé et une enfant issue de la rue, fusionnant leurs perspectives pour créer quelque chose de nouveau. Léa étudiait les dessins techniques, penchant la tête, posant des questions étonnamment perspicaces et offrant des suggestions auxquelles aucun des architectes du cabinet n'avait pensé. « Les chambres ne peuvent pas avoir trop de lits entassés, » dit-elle en griffonnant sur une esquisse. « Les grands frappent les petits quand personne ne regarde. » Enzo prit note. Chambre plus petite, maximum 3 enfants par chambre, séparés par âge. « Et les fenêtres doivent être grandes, » insista Léa. « Avec une vue sur les arbres, pas sur des murs. »« Pourquoi ?» demanda Enzo. Léa arrêta de dessiner, le regardant avec ce sérieux qui affleurait parfois sur son visage d'enfant. « Parce que les enfants ont besoin de voir le ciel, » dit-elle simplement. « Quand on vit dans la rue, le ciel, c'est la seule jolie chose qu'on a gratuitement. » Enzo sentit une boule dans sa gorge. Il nota, large fenêtre partout, vue sur le ciel et les espaces verts. Le rôle de Léa dans le projet grandit naturellement. Elena observait avec admiration les deux assis ensemble chaque soir, absorbés par leur entreprise commune. Léa dessinait ce qu'elle jugeait important, des balançoires, des toboggans, des arbres à grimper, des coins douillets pour lire.
Enzo traduisait ses visions en langage architectural, ajoutant la structure et la faisabilité sans compromettre l'essence. Un dimanche matin, alors qu'ils préparaient des pancakes ensemble, Léa mesurant soigneusement les ingrédients, Enzo surveillant la cuisinière, elle demanda « Comment elle va s'appeler, cette maison pour les enfants ?» « Je pensais à Maison Racine », répondit Enzo en faisant sauter un pancake dans les airs, la faisant rire. « Pourquoi Racine ?» Enzo réfléchit à la question. « Parce que les racines, c'est la base, le commencement. Elles soutiennent et nourrissent, permettant à quelque chose de grandir fort. » Léa se mordit la lèvre, traitant l'idée. « Comme tu as fait avec moi ?» Le cœur d'Enzo rata un battement. « Oui, dit-il doucement. Comme j'espère l'avoir fait avec toi. » Elle sourit, satisfaite, et retourna mesurer soigneusement la farine. Au bureau, l'équipe remarqua le changement chez Enzo. Le patron perfectionniste restait exigeant, mais il y avait une nouvelle dimension à ses exigences. En examinant des projets résidentiels, il demandait maintenant « Un enfant serait-il heureux ici ?» Pour les bâtiments publics, comment un enfant naviguerait-il dans cet espace? Maison Racine devint la priorité absolue. Enzo avait déjà acheté un grand terrain en périphérie de la ville, assez loin pour avoir de l'espace et de la nature, mais assez proche pour un accès facile. Le processus d'approbation, qui prenait habituellement des mois, fut accéléré par son influence et le fait qu'il finançait entièrement le projet en privé. Un après-midi, il rentra à la maison avec quelque chose de spécial, du matériel pour construire une maquette. « On va construire notre maison en miniature », expliqua-t-il à Léa, qui regardait avec fascination pendant qu'il sortait de petits morceaux de carton, des peintures et de la colle. Elena aida à couvrir la table de la salle à manger avec de vieux journaux, et les trois passèrent le reste de la journée à couper, coller, peindre. Léa était responsable des espaces extérieurs, créant de minuscules arbres, balançoires et toboggans avec une patience surprenante. Enzo construisit la structure principale, expliquant chaque décision architecturale pour qu'elle puisse comprendre. Tu vois ces ouvertures dans le toit? Elles laissent entrer la lumière naturelle, mais protègent de la pluie et de la chaleur excessive. Et c'est là que seront les chambres? Demanda-t-elle en pointant une section. Oui. Chacune avec sa propre fenêtre donnant sur le jardin. Et ce grand espace, ce sera la bibliothèque. Les yeux de Léa pétillèrent. Avec plein de livres d'histoire? Des centaines. Au fur et à mesure que la maquette prenait forme, l'excitation de Léa grandissait. Maison Racine n'était plus seulement le projet d'Enzo. C'était le leur. À un moment donné, Elena prit discrètement des photos. Enzo et Léa, tête penchée ensemble en pleine concentration sur leur création, des taches de peinture sur leurs doigts respectifs. Quand la maquette fut terminée, ils la placèrent en lieu d'honneur dans le salon. Les visiteurs étaient surpris de voir l'appartement sophistiqué de l'architecte dominé par un projet clairement réalisé avec l'aide d'une enfant. Mais Enzo l'exposait avec plus de fierté que n'importe lequel de ses prix internationaux. Le début de la construction fut un grand événement pour Léa. Vêtue de sa salopette préférée et d'un petit casque de chantier jaune qu'Enzo avait fait faire spécialement pour elle, elle assista à la cérémonie de pose de la première pierre. « Quand est-ce que ce sera prêt ?» demanda-t-elle, regardant les grosses machines préparer le terrain. « Dans quelques mois, répondit Enzo. Les bâtiments prennent du temps. »« Comme les familles ?» demanda-t-elle en prenant sa main. Enzo sourit, une fois de plus surpris par la sagesse cachée dans ces simples questions. « Oui. Exactement comme les familles. » Les matins à l'appartement prirent une nouvelle routine. Enzo, qui prenait autrefois à peine un café, s'asseyait maintenant à la table de la cuisine tous les jours. Léa, encore en pyjama, préparait des toasts pendant qu'il coupait des fruits. Elena supervisait à distance, souriant de voir comment l'homme qui semblait autrefois fait de béton et de silence riait maintenant des histoires matinales d'une enfant. « On va voir Maison Racine après l'école ?» demandait souvent Léa. Chaque fois que possible, Enzo réorganisait son emploi du temps pour l'emmener sur le chantier. Les ouvriers la connaissaient déjà. Certains lui gardaient de petits trésors, une jolie pierre, un morceau de bois à la forme étrange. Le chef de chantier tenait un journal photo spécial pour montrer à Léa les progrès à chaque visite. À la maison, le soir, ils examinaient ensemble les photos. « Regarde, ils ont construit les fondations de la bibliothèque. Et c'est là que seront les grandes balançoires que tu voulais. » Parfois, Enzo la surprenait à regarder la maquette avec une expression qui semblait dépasser son âge, comme si elle pouvait voir au-delà de la représentation miniature toutes les vies qui y seraient transformées. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il une fois, la trouvant ainsi.
Ah, comment ça aurait été si maman avait connu un endroit comme ça, répondit Léa doucement. Peut-être qu'elle ne serait pas tombée malade. Enzo s'agenouilla près d'elle, lui serrant les épaules. C'est pour ça qu'on l'a construit, n'est-ce pas? Pour que d'autres mamans et d'autres enfants aient de meilleures chances. Elle hocha la tête, toujours le regard fixé sur la maquette. Je peux faire quelque chose de spécial pour la maison? Quelque chose qui soit juste à moi? Bien sûr. À quoi tu penses? Je veux faire une fresque murale, expliqua-t-elle. Un grand dessin sur le mur, pour que les enfants le voient quand ils arrivent. Je pense que c'est une idée parfaite, répondit Enzo. Au cours des jours suivants, Léa travailla intensément sur son projet secret. Elle demanda de grandes feuilles de papier, de nouvelles peintures, consulta des livres d'art qu'Elena apporta de la bibliothèque. Elle travaillait dans sa chambre, porte fermée, ne laissant entrevoir que occasionnellement ses progrès. Quand elle eut enfin terminé, elle appela Enzo et Elena pour la grande révélation. C'était un immense panneau, fait de plusieurs feuilles scotchées ensemble. Il montrait un arbre stylisé, aux racines profondes et aux branches qui atteignaient le ciel. Parmi les branches, de minuscules personnages colorés représentaient des enfants de différents âges. À la base, en lettres soignées, Léa avait écrit elle-même une phrase. « Ici, tu peux prendre racine et puis t'envoler. » Enzo sentit à nouveau son cœur se dilater de cette manière toujours surprenante. Cette petite personne qui avait autrefois tremblé sous la pluie créait maintenant un message d'accueil pour les autres. « C'est parfait, dit-il, la voix serrée par l'émotion. »« Ça ira dans l'entrée ?» demanda Léa, pleine d'espoir. « Ça ira dans l'entrée » confirma Enzo. « Et nous l'agrandirons pour couvrir tout le mur principal. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Tout le mur? Vraiment? Vraiment. Ce sera la première chose que les enfants verront en arrivant. » Cette nuit-là, après que Léa se fut endormie, Enzo resta dans son bureau à domicile, examinant les derniers détails du projet Maison Racine. Chaque ligne, chaque dimension avait été planifiée non seulement avec la précision d'un architecte primé, mais aussi avec le cœur d'un père nouvellement découvert. Le projet qui avait commencé comme une réponse à l'histoire d'une seule enfant était devenu tellement plus. Un nouveau but, une nouvelle direction pour sa vie et sa carrière. Et en son centre se trouvait Léa, la fille qui avait demandé un goûter un matin ordinaire et qui, sans le savoir, lui avait donné tellement plus en retour. En fermant les plans, Enzo sourit pour lui-même. Ils avaient créé un rêve avec des fondations solides. Un rêve ancré dans l'amour qui avait grandi entre eux et des ailes pour toutes les possibilités à venir. Le bureau de l'avocat Martin Goldstein respirait le sérieux et la tradition. Des étagères en acajou sombre garnies de livres de droit, des diplômes encadrés au mur, une odeur de cuir et de vieux papier. Enzo, habituellement à l'aise dans les environnements formels, se sentait étrangement nerveux. Le processus d'adoption n'est pas simple, expliqua Martin en feuilletant un épais dossier. Surtout compte tenu de ces circonstances non conventionnelles. La petite n'est pas passée par les canaux officiels au départ. J'en suis conscient, répondit Enzo en tapotant ses doigts contre sa jambe. Mais ça ne devrait pas importer. Elle a besoin d'un foyer, et je peux le lui fournir. Martin ajusta ses lunettes, étudiant Enzo avec les yeux expérimentés de quelqu'un qui avait vu de nombreux clients enthousiastes flancher face à la bureaucratie. Ce n'est pas si facile. Le système vise à privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant, mais il fonctionne selon des protocoles rigides. Nous devrons naviguer prudemment. La liste des exigences semblait interminable. Évaluation psychologique d'Enzo, enquête sociale de son environnement domestique, entretien avec des assistantes sociales, vérification des antécédents, vérification des revenus, rapport sur l'adaptation de Léa, documentation sur l'histoire de l'enfant. Le fait que nous n'ayons pas de registres officiels de ses parents biologiques peut compliquer les choses, continua Martin. Nous devrons prouver l'abandon, peut-être demander des tests ADN pour écarter tout lien biologique. ADN, fronça Enzo les sourcils. Quelle différence cela ferait-il ? Procédure bureaucratique, soupira Martin. Le système se méfie des adoptions directes, craignant le trafic d'enfants ou des accords illicites avec les parents biologiques. En quittant le bureau de Martin, Enzo emportait un dossier encore plus épais et un mélange de détermination et d'appréhension. Jusqu'à présent, sa vie avait fonctionné comme ses projets architecturaux. Il dessinait un plan, appliquait des ressources et observait les résultats émerger comme prévu. Mais l'adoption ne suivait pas cette logique épurée. Elle était pleine de variables humaines, de subjectivité et de lourdeurs administratives. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Le matin, travail au bureau.
L'après-midi, réunion avec des assistantes sociales, des avocats, des psychologues. Enzo, l'homme qui avait remodelé la ligne d'horizon de la ville, faisait maintenant face à un défi plus grand, prouver qu'il pouvait être père. La première visite à domicile fut particulièrement tendue. L'assistante sociale, une femme d'âge moyen nommée Teresa, arriva ponctuellement à 16 heures. Cheveux gris épinglés en un chignon sévère, une mallette en cuir usé, des yeux qui semblaient voir sous les apparences. Monsieur Mancini, salua-t-elle formellement. Merci pour votre ponctualité. Elena avait préparé l'appartement, bien qu'Enzo insista pour que ce soit normal, comme nous vivons tous les jours. Léa, habituellement bavarde et énergique, était inhabituellement silencieuse, portant sa robe préférée et les cheveux soigneusement peignés. Et vous devez être Léa, Teresa offrit un léger sourire, s'accroupissant pour croiser le regard de la fillette. Enchantée de vous rencontrer. Léa fit un signe timide, cherchant instinctivement la main d'Enzo, qu'il serra pour la rassurer. La visite dura 2 heures. Teresa examina chaque pièce, prenant des notes. La chambre de Léa, maintenant meublée avec des meubles d'enfants, des livres, des jouets et des dessins colorés au mur, vérifiant le garde-manger et le réfrigérateur, notant les adaptations dans la salle de bain, un petit tabouret, des serviettes à sa portée, des produits pour enfants. Pendant que Léa montrait ses livres préférés à Elena dans le salon, Teresa interrogea Enzo dans la cuisine. « Vous avez une carrière exigeante », commença-t-elle en consultant ses notes. « Comment comptez-vous équilibrer cela avec la paternité ?»« Je l'équilibre déjà », répondit Enzo. « J'ai réorganisé mon emploi du temps, délégué plus de responsabilités au bureau, et je termine ma journée plus tôt. Mes priorités ont changé. » Teresa l'étudia, son expression illisible. Ces changements sont-ils permanents? Ou est-ce un enthousiasme initial qui pourrait se refroidir avec le temps et les défis? La question toucha un point sensible. Exactement ce dont Martin l'avait averti, la nécessité de prouver que ce n'était pas juste un caprice, une œuvre de bienfaisance passagère d'un homme riche. « Je n'adopte pas Léa pour me sentir bien ou par altruisme », dit Enzo, les mots sortant plus intensément que prévu. « Je l'adopte parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans elle. Elle m'a changé. » Quelque chose sembla s'adoucir dans les yeux de Teresa. De quelle manière? Enzo prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Avant, je vivais pour le travail, pour construire des choses. Des gratte-ciel, des fortunes, une réputation. Je pensais que ça suffisait. Léa m'a montré que construire une vie, une relation, est bien plus complexe, et bien plus gratifiant. Teresa prit une note, son visage de nouveau neutre. Et l'avenir, monsieur Mancini? Avez-vous pensé à l'adolescence? Êtes-vous préparé à ces défis? Honnêtement, Enzo esquissa un demi-sourire, probablement pas. Tout comme je n'étais pas préparé à ce qu'elle entre dans ma vie. Mais je suis prêt à apprendre, à grandir avec elle. Je ne vise pas la perfection. Je vise à être le père qu'elle mérite. Quand Teresa partit enfin, sa poignée de main sembla moins formelle. Monsieur Mancini, une dernière chose, dit-elle à la porte. J'ai vu beaucoup d'hommes riches essayer d'adopter pour de mauvaises raisons. Je vois quelque chose de différent en vous. Continuez comme ça. Les semaines se transformèrent en mois. Chaque étape du processus semblait en entraîner une autre. Les formulaires généraient plus de formulaires, les entretiens menaient à plus d'entretiens. Le dossier dans le bureau de Martin ne cessait de s'épaissir. « Est-ce normal que ça prenne si longtemps ?» demanda Enzo un après-midi pluvieux, regardant la ville par la fenêtre de l'avocat. « En fait, ça va assez vite compte tenu des circonstances », répondit Martin. « Votre influence et vos ressources aident à accélérer certaines étapes, mais nous ne pouvons en sauter aucune. » Enzo hocha la tête, pensif. « Je sais que ça ne devrait pas être une question d'argent ou d'influence, dit-il. Je ne veux juste pas que Léa souffre de l'incertitude. Comment le vit-elle? Étonnamment bien. Elle est résiliente. Plus forte que beaucoup d'adultes que je connais. » Martin sourit. « Les enfants le sont souvent. Et vous, comment gérez-vous ça? » Enzo haussa les épaules. « Un jour à la fois. J'ai appris ça d'elle. » De retour à l'appartement, Enzo trouva Elena à la porte, l'air inquiet. « Monsieur Enzo, Léa ne se sent pas bien. Elle avait une légère toux ce matin, mais maintenant elle a de la fièvre. » Le cœur d'Enzo s'emballa. Il laissa tomber son dossier et sa veste dans le couloir et alla directement dans la chambre de Léa. Elle gisait recroquevillée sous les couvertures, le visage rougi par la fièvre, les yeux vitreux. « Petite, dit-il doucement en s'asseyant sur le bord du lit. J'ai entendu dire que tu ne te sens pas bien.
Salut, répondit-elle, la voix rauque. Ce n'est rien, juste un rhume. Enzo toucha son front. Elle était brûlante. Elena, pourriez-vous appeler le docteur Ramirez? Lui demander de venir tout de suite. 1 heure plus tard, le médecin de famille termina d'examiner Léa. Une forte grippe, diagnostiqua-t-il en rangeant ses instruments. Rien de grave, mais elle aura besoin de repos, de beaucoup de liquide et d'une surveillance étroite de la fièvre. Si elle monte, donnez-lui l'antipyrétique que je vais prescrire. Après le départ du médecin, Enzo insista pour qu'Elena rentre chez elle, promettant qu'il s'occuperait personnellement de Léa. Il prépara un plateau avec une soupe légère, du thé au citron et au miel, et des médicaments. Il s'assit à côté d'elle, l'aidant à manger. « Tu n'es pas obligé de rester », murmura Léa entre 2 cuillerées de soupe. « Je sais que tu as du travail. »« Rien n'est plus important que toi », répondit simplement Enzo. Au fil de la nuit, la fièvre fluctuait. À un moment, elle semblait baisser, l'instant d'après, elle revenait. Enzo changeait les compresses froides sur son front, lui offrait des gorgées d'eau, ajustait ses oreillers pour qu'elle puisse mieux respirer. Vers minuit, il appela le bureau et annula toutes les réunions du lendemain. Son assistante, maintenant habituée à la nouvelle version d'Enzo, un homme qui donnait la priorité à la famille, ne posa pas de questions. « N'hésitez pas à tout reporter, dit-il. Et dites à Marcos d'aller de l'avant avec la présentation aux investisseurs sans moi. » Les premières heures du matin apportèrent une aggravation temporaire. La fièvre monta, provoquant des frissons qui secouaient le petit corps de Léa. Enzo la garda hydratée, lui donna l'antipyrétique à l'heure prévue et ne la quitta jamais. Assis dans un fauteuil inconfortable près de son lit, il surveillait chaque mouvement, chaque respiration. À un moment donné, il somnola brièvement. Il se réveilla en sursaut à cause d'un faible sanglot. Léa était réveillée, des larmes silencieuses coulant sur ses joues fiévreuses. « Et, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il immédiatement en se penchant vers elle. « Et si tu ne peux pas rester avec moi ?» murmura-t-elle, la voix étranglée par les larmes. « Je n'ai jamais eu de papa. Maintenant que j'en ai un, je ne veux pas te perdre. » Le cœur d'Enzo se serra douloureusement. Elle ne parlait pas de la grippe, mais du processus d'adoption, des entretiens, des documents, de la bureaucratie qui maintenait son avenir en suspens. « Tu ne vas pas me perdre, Léa, » dit-il en la serrant doucement, sentant la chaleur de sa fièvre à travers son fin pyjama. « Je te le promets. Je suis là, et je ne vais nulle part. » Elle ferma de nouveau les yeux, plus calme maintenant, s'agrippant à son oreiller. Il resta là, certain que l'amour qu'ils avaient forgé était incassable. Aucun système, aucune bureaucratie ne pouvait tenir face à ce qu'ils avaient construit ensemble. Quand l'aube finit par poindre, la fièvre diminua. Léa dormait paisiblement, sa respiration régulière, son visage moins rouge. Enzo, épuisé mais soulagé, regarda les premiers rayons dorés du soleil toucher les bâtiments de la ville par la fenêtre de la chambre. La ville qu'il avait aidé à construire semblait différente maintenant, vue par les yeux d'un homme changé. Son téléphone vibra. Un message de Martin. Des nouvelles sur le processus. Pouvons-nous nous voir aujourd'hui? Enzo regarda Léa, toujours endormie, et répondit, pas aujourd'hui. Ma fille est malade et elle a besoin de moi. Fille. Le mot sortit naturellement, sans hésitation. Peu importait ce que disaient encore les papiers. Dans son cœur, la vérité était déjà établie. Dans les semaines suivantes, le processus continua. Plus de visites, plus d'évaluations. Teresa revint 2 fois, observant toujours avec des yeux perçants comment la relation entre Enzo et Léa progressait. Lors de sa dernière visite, elle les trouva dans la cuisine, préparant un gâteau ensemble, de la farine partout sur le sol, des rires remplissant un espace autrefois silencieux. « Monsieur Mancini, dit-elle avant de partir, puis-je vous offrir un conseil non officiel ?» « Bien sûr, répondit Enzo. Continuez à être exactement qui vous êtes pour elle. Le système peut être lent et compliqué, mais il finit par reconnaître ce qui est réel. » L'évaluation psychologique finale fut particulièrement intense. Pendant plus de 2 heures, une psychologue spécialisée dans les adoptions interrogea Enzo sur ses motivations, ses attentes, ses craintes et ses espoirs. « Que lui direz-vous sur sa mère biologique à l'avenir » demanda la spécialiste. « La vérité » répondit Enzo sans hésitation. Que sa mère l'aimait, mais vivait dans des circonstances difficiles. Qu'elle a fait de son mieux. Et qu'elle fera toujours partie de l'histoire de Léa, même si elle n'est plus là. Et si elle veut connaître son père biologique? Je l'aiderai à chercher, si c'est ce qu'elle veut quand elle sera plus âgée. Je n'ai pas peur de la vérité, ni de son passé.
La psychologue hocha la tête, écrivant quelque chose. Monsieur Mancini, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis l'arrivée de Léa? Enzo réfléchit un instant. Tout, répondit-il finalement. Avant, je construisais des structures. Maintenant, je construis des souvenirs. Avant, je mesurais le succès aux récompenses sur mon mur. Maintenant, je le mesure à son sourire le matin. Avant, je vivais pour travailler. Maintenant, je travaille pour vivre. Avec elle. La psychologue sourit pour la première fois de l'entretien. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Plus tard cet après-midi-là, de retour à l'appartement, Enzo trouva Léa et Elena en train de faire un puzzle dans le salon. En le voyant, Léa courut pour un câlin, comme elle le faisait tous les jours, comme si chaque retrouvaille était spéciale. « Comment s'est passée ta discussion avec la dame aux questions ?» demanda-t-elle alors qu'il la soulevait dans ses bras. « Ça s'est bien passé, » dit-il en la faisant tourner doucement, la faisant glousser. « Très bien, en fait. » Ce soir-là, après que Léa se fut couchée, Enzo reçut un appel de Martin. « J'ai des nouvelles, » dit l'avocat, son ton illisible. « Pouvons-nous parler demain à mon bureau ?»« Ce sont de bonnes ou de mauvaises nouvelles ?» demanda Enzo, le cœur battant. Une pause à l'autre bout du fil. « Je pense que vous voudrez l'entendre en personne, » répondit Martin. Cette nuit-là, Enzo dormit à peine. Il se leva plusieurs fois pour vérifier Léa, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Au cours d'une de ces fois, il s'arrêta à l'embrasure de sa porte, observant la petite silhouette recroquevillée sous une couette colorée. Le mois écoulé depuis qu'il l'avait trouvée dormant sur du carton semblait à la fois un instant et une éternité. La transformation était visible, non seulement chez elle maintenant en bonne santé, en sécurité, épanoui, mais aussi en lui-même. L'homme de béton et de silence connaissait maintenant le pouvoir transformateur de l'amour. Quelles que soient les nouvelles de Martin, Enzo savait une chose avec certitude. Le lien qu'ils avaient tissé était plus fort que n'importe quel document légal. La promesse qu'il avait faite à Léa pendant sa fièvre n'était pas que des mots réconfortants. C'était un engagement qui définirait le reste de sa vie. La simple enveloppe Kraft sur le bureau de l'avocat semblait trop ordinaire pour contenir quelque chose d'aussi précieux. Martin sourit discrètement alors qu'Enzo l'ouvrait avec des doigts légèrement tremblants. 1, 2, 3 pages. Sceaux officiels, signature, tampon. Un langage juridique qui, pour Enzo, contenait toute la poésie du monde. « C'est ça ?» demanda-t-il, la voix plus rauque que d'habitude. « C'est approuvé ?» acquiesça Martin. « Officiellement approuvé. À partir d'aujourd'hui, Léa est votre fille à toute fin légale. » Enzo resta silencieux, absorbant l'impact de ces mots. Tant de mois d'attente, tant de formulaires, tant de nuits blanches à imaginer les obstacles possibles. Tout était maintenant résumé en 3 feuilles de papier. « Félicitations, Enzo », Martin tendit la main. « Vous êtes officiellement papa. » Papa. Le mot semblait encore étrange et merveilleux. Ce sentiment, qui avait commencé impulsivement une nuit pluvieuse en recueillant une enfant qui dormait sur du carton, avait maintenant un nom, un document, une légitimité. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il en replaçant soigneusement les papiers dans l'enveloppe. Martin sourit. « Rentrez chez vous. Dites-le lui. Le reste viendra naturellement. » Sur le trajet de retour à l'appartement, Enzo roulait lentement, l'esprit inondé de souvenirs. Il se rappela la première fois qu'il avait vu Léa, si petite, demandant un goûter. La nuit où il l'avait ramenée à la maison. Les dessins qui avaient progressivement apporté de la couleur à ses murs blancs et à sa vie. Sa fièvre, la promesse faite au milieu de la nuit. Les papiers officiels enfin arrivés. Il gara la voiture, dans l'ascenseur, essaya de contrôler ses émotions. Il ne voulait pas s'effondrer devant elle. Il voulait transmettre la sécurité, la stabilité. Tout ce qu'une enfant qui avait déjà tant perdu méritait. Quand les portes s'ouvrirent, il trouva Léa et Elena dans la cuisine, en train de faire des biscuits. De la farine sur le nez de la fillette, de la pâte collée à ses doigts. Des rires remplissant l'air. « Enzo !» s'exclama Léa en le voyant, courant les mains couvertes de farine pour un câlin. Il la souleva, ne se souciant pas de la farine sur son costume italien. « J'ai des nouvelles pour toi, » dit-il en s'asseyant à la table de la cuisine, elle sur ses genoux. Elena les observait depuis le comptoir, se doutant déjà de ce qui allait arriver, les yeux brillants d'une émotion contenue. « C'est à propos des papiers ?» demanda Léa, soudain sérieuse. Même à son âge, elle comprenait exactement l'importance de ce processus. « Oui », confirma Enzo en sortant l'enveloppe de sa poche intérieure. « Ils sont enfin arrivés. » Léa regarda l'enveloppe, puis le visage d'Enzo, cherchant des indices.
Il essaya de garder une expression neutre, mais un sourire éclata et ses yeux qui montraient rarement l'émotion, étaient visiblement embués de larmes. Ça a marché, murmura-t-elle. Enzo hocha la tête, incapable de cacher son sourire plus longtemps. Ça a marché, Léa. Tu es officiellement ma fille maintenant. Un instant, elle resta immobile, traitant l'information. Puis, avec un cri de joie, elle jeta ses bras autour de son cou, mettant de la farine partout. Elena laissa échapper un petit sanglot heureux depuis le comptoir. Je le savais, s'exclama Léa. Je savais que ça marcherait. Après que l'excitation initiale fut passée, Léa glissa des genoux d'Enzo et courut dans sa chambre. Elle revint quelques minutes plus tard avec une feuille de papier pliée. « J'ai fait ça pour toi », dit-elle en lui tendant le dessin. « Pour quand les papiers arriveraient ?» Enzo le déplia. 2 bonshommes allumettes se tenant la main. Un grand en costume, un petit en robe. Entre eux, un gros cœur rouge. Au-dessus, en lettres colorées, « Ma famille ». « C'est magnifique », dit-il, la voix étranglée. « Je vais en faire un autre, tout de suite », déclara-t-elle. « Avec nos vrais noms. Léa Mancini, c'est mon nom maintenant ?»« C'est ton nom maintenant », confirma Enzo. Après que Léa se fut couchée, Enzo resta dans le salon, alternant entre regarder le dessin et les papiers légaux. Il ne voulait pas seulement finaliser l'adoption, il voulait la commémorer d'une manière spéciale, créer un souvenir que Léa pourrait garder. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Enzo fit une proposition. « J'ai une surprise pour aujourd'hui. Allons fêter ça quelque part de spécial. »« Où ?» demanda Léa, les yeux brillants. « Tu le sauras quand tu le verras. » Le trajet fut rempli des suppositions excitées de Léa. Un parc? Le zoo? Ce restaurant avec un manège à l'intérieur? Enzo se contenta de sourire, conduisant à travers des rues familières jusqu'à s'arrêter devant un simple restaurant avec des banquettes rouges et un comptoir en formica. Léa regarda par la fenêtre de la voiture, confuse un instant. Puis son visage s'illumina de reconnaissance. « C'est ici », s'exclama-t-elle en pointant du doigt. « C'est ici que tu m'as donné mon premier goûter. » Enzo hocha la tête, ému qu'elle s'en souvienne. Ce moment avait changé leurs 2 vies pour toujours. Ils entrèrent, main dans la main. Le restaurant n'avait pas changé. Le même comptoir en acier inoxydable, la même odeur d'huile de friture, le même murmure de conversation. Certainement pas le genre d'endroit qu'Enzo fréquentait autrefois, mais maintenant, pour eux, c'était un lieu sacré. Le point d'origine de leur histoire commune. Ils s'assirent à la même table où des mois auparavant, une enfant épuisée avait mangé son premier repas en sécurité depuis longtemps, et où un homme seul avait fait son premier pas hors de l'isolement. « Qu'est-ce que tu aimerais manger ?» demanda Enzo, exactement comme il l'avait fait la première fois. Léa sourit, suivant le scénario des souvenirs. « Hamburger, frites et une brique de jus. Comme la dernière fois. » La serveuse prit leur commande et leur sourit, ignorant qu'elle assistait à un rituel privé. Pendant qu'ils attendaient, Léa balançait ses jambes sous la table, portant maintenant des baskets colorées, et non plus pieds nus comme avant. Ses cheveux autrefois emmêlés et ternes tombaient maintenant en boucles blondes brillantes encadrant un visage sain. « Tu as l'air différente maintenant », commenta Enzo. « Toi aussi », répondit-elle promptement. « Tu souris plus. » La nourriture arriva et Léa attaqua le hamburger avec le même enthousiasme qu'auparavant, bien qu'avec de meilleures manières. De petits changements reflétant le chemin parcouru. Entre les bouchées et les gorgées, ils échangèrent des sourires calmes. Le contraste était saisissant, la nervosité et la méfiance de cette première rencontre remplacée par une complicité facile. « C'est officiel maintenant, Léa » dit Enzo doucement. « Nous sommes une famille. » Elle tendit sa petite main par-dessus la table et prit la sienne. « C'est le meilleur goûter de ma vie », déclara-t-elle avec le genre de simplicité profonde que seuls les enfants possèdent. À la fin du repas, la serveuse apporta quelque chose qu'Enzo avait commandé en secret. Un petit gâteau avec une seule bougie allumée. « Ce n'est pas mon anniversaire », observa Léa, perplexe. « C'est l'anniversaire de notre famille », expliqua Enzo. « Ça mérite une bougie pour que tu fasses un vœu. » Ses yeux pétillèrent. Elle se pencha sur le gâteau, réfléchit un instant, puis souffla la bougie avec un large sourire. Elle ne dit pas à voix haute ce qu'elle avait souhaité. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà tout ce qu'elle voulait. Sur le chemin du retour, Léa s'assoupit sur la banquette arrière, serrant l'ours en peluche qui avait maintenant 2 bras. Enzo la regardait de temps en temps dans le rétroviseur, s'émerveillant toujours du miracle quotidien de l'avoir dans sa vie. Le document officiel était rangé en sécurité dans un dossier. Important, sans aucun doute.
Mais la vraie preuve qu'ils étaient une famille résidait dans les petits moments comme celui-ci. Un goûter partagé, une bougie soufflée, un vœu non exprimé parce qu'il était déjà réalité. Le printemps apporta de nouvelles couleurs à la ville. Les parterres publics fleurirent, les arbres remplacèrent leurs branches nues par de jeunes feuilles vertes. Mais pour Enzo et Léa, le renouveau le plus significatif se produisait en périphérie de la ville, où un terrain autrefois vague abritait maintenant le squelette d'un bâtiment qui s'élevait jour après jour. Maison Racine n'était plus seulement des dessins et des maquettes. Elle devenait réelle, brique par brique, poutre par poutre. Le projet prenait vie. La structure principale était montée, révélant la forme de ce qui serait non pas une institution bureaucratique, mais un lieu qui ressemblait véritablement à une maison. Ce samedi matin-là, comme il l'avait fait tous les samedis depuis quelques mois, Enzo et Léa se rendirent sur le chantier. Depuis la banquette arrière, Léa transportait son dossier d'architecte, un classeur bleu à élastique coloré contenant de nouvelles esquisses et des notes écrites de sa main soignée bien qu'inégale. « Tu crois qu'ils ont installé les fenêtres des chambres de l'aile » demanda-t-elle en se penchant avec impatience. « Je veux voir si elles ont une bonne vue sur les arbres. »« Probablement, » répondit Enzo, admirant son enthousiasme inébranlable. Marcos a dit qu'ils avaient bien avancé cette semaine. Marcos, le directeur des projets sociaux du cabinet d'Enzo, supervisait personnellement la construction de Maison Racine. Au départ, il l'avait traité comme n'importe quel autre projet social d'entreprise. Maintenant, il était aussi investi que son patron, restant souvent tard pour s'assurer que chaque détail correspondait au plan et au dessin de Léa. Quand ils arrivèrent, le chantier bourdonnait d'activité, même un samedi. Enzo avait offert des primes pour accélérer les travaux, non par impatience, mais par conscience de l'impact social du projet. Chaque jour gagné signifiait plus d'enfants aidés, plus de vies potentiellement changées. Mademoiselle Léa, appela Roré, le chef de chantier, dès qu'il les vit sortir de la voiture. Vous arrivez au moment parfait. On installe les balançoires sur l'aire de jeu. Le visage de Léa s'illumina. Les balançoires avaient été sa contribution la plus insistante. Des balançoires si hautes qu'on peut voir le ciel, répétait-elle sans cesse lors des réunions de planification. Portant leur petit casque jaune, celui de Léa décoré d'autocollants, père et fille suivirent Roré sur le site. Les ouvriers leur firent signe. Certains arrêtèrent ce qu'ils faisaient pour saluer la « petite architecte », comme toute l'équipe l'appelait maintenant. « On l'a fait exactement comme tu l'as dessiné », expliqua Roré en montrant la structure métallique robuste. « Tu vois ? Assez haut pour regarder au-delà des murs, mais toujours en sécurité. » Léa courut pour vérifier, tournant autour de la structure avec un œil critique qui fit sourire les ouvriers. Il y avait quelque chose de contagieux dans le sérieux avec lequel elle prenait son rôle, comme si chaque décision ou la hauteur exacte d'une balançoire, la couleur d'un mur était vitale pour le succès de Maison Racine. « C'est parfait, » approuva-t-elle finalement. « Les chaînes sont assez longues pour se balancer très haut. » Marcos s'approcha, tenant un porte-bloc et portant le casque blanc de superviseur. « Bonjour la famille Mancini », salua-t-il avec un sourire. « Nous avons de nouvelles choses à montrer aujourd'hui. Le traitement acoustique de la salle de musique est prêt, et la bibliothèque a reçu ses premières étagères. » La bibliothèque était l'un des espaces préférés de Léa. Depuis qu'elle avait appris à lire avec l'aide d'Elena, elle avait développé une passion pour les livres qui étonnait tout le monde. « Chaque enfant a besoin d'histoire pour s'échapper », avait-elle dit un jour, avec une maturité qui émergeait parfois dans son monde enfantin. En parcourant le bâtiment en pleine croissance, Enzo nota comment Léa interagissait avec l'espace. Elle ne se contentait pas de regarder. Elle touchait les murs, mesurait les distances à grands pas, inclinait la tête pour voir comment la lumière entrait par les fenêtres sous différents angles, des gestes qu'elle avait appris en l'observant. « La cuisine doit être plus grande », déclara-t-elle en entrant dans ce qui serait le cœur de la maison. « Les enfants doivent aider à faire les repas. C'est important. » Marcos jeta un coup d'œil à Enzo, qui hocha la tête. « On peut ajuster », confirma le superviseur en prenant des notes. « Peut-être combiner une partie du cellier. Et il faut de longues tables, continua Léa en écartant les bras. Pour que tout le monde puisse manger ensemble. » Après avoir inspecté chaque recoin, Léa ouvrit son classeur et commença à distribuer des dessins aux ouvriers. C'était un rituel qu'elle avait inventé, chaque samedi, de nouvelles images pour inspirer l'équipe. Les ouvriers chérissaient ces petits cadeaux. Certains les épinglaient dans les bureaux temporaires du site, d'autres les ramenaient chez eux. « Celui-là est pour toi, Roré », dit-elle en offrant un dessin coloré d'un homme fort construisant une maison. « C'est toi qui travailles sur Maison Racine. » Le chef de chantier,
un homme rude qui avait supervisé d'innombrables structures d'entreprise, accepta le papier comme s'il s'agissait d'un diplôme. Je vais l'encadrer, mademoiselle Léa. Comme j'ai fait avec tous les autres. Pendant qu'elle continuait à distribuer ses cadeaux, Enzo s'entretenait avec Marcos des ajustements nécessaires et du calendrier. La grande ouverture était prévue dans 2 semaines. Pas un grand événement formel avec des politiciens et des caméras. Enzo avait décliné plusieurs offres de couverture médiatique. Ce serait un rassemblement modeste, centré sur les enfants qui seraient les premiers résidents. L'équipe est-elle entièrement recrutée, demanda-t-il, faisant référence à ceux qui dirigeraient la maison au quotidien. Tout est prêt, confirma Marcos. Psychologue, éducateur, personnel soignant, médecin bénévole en rotation. Nous nous sommes assurés d'embaucher des personnes ayant une réelle expérience auprès d'enfants en situation de vulnérabilité. Enzo hocha la tête, satisfait. Dès le début, il avait insisté pour que Maison Racine ne soit pas seulement un bâtiment, mais un système de soutien complet. Pas seulement pour héberger les enfants, mais pour transformer des vies. À midi, sous le soleil de plomb, Enzo suggéra une pause. Ils avaient apporté un petit pique-nique, une tradition qui avait commencé spontanément après les premières visites. Ils s'assirent sous un arbre voisin, sur une couverture, mangeant des sandwichs préparés par Elena et buvant des briques de jus, un autre rituel qu'ils avaient gardé de ce premier goûter. « Qu'en penses-tu » demanda Enzo, regardant Léa grignoter son sandwich d'un air pensif. « C'est presque prêt, répondit-elle, les yeux fixés sur le bâtiment. Ça ressemble à un endroit où j'aimerais vivre. » La simplicité de sa déclaration contenait la plus haute validation du projet. Après le déjeuner, ils continuèrent la visite. Chaque espace était conçu en tenant compte des besoins physiques et émotionnels d'enfants portant des histoires difficiles. Des chambres douillettes mais pas exiguës. Des espaces communs encourageant l'interaction mais offrant des coins calmes pour la solitude. Des salles de thérapie qui ne semblaient pas froides comme des cliniques, mais des espaces chaleureux de soutien. Ce sera la salle d'art, expliqua Marcos en leur montrant un vaste espace avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Beaucoup de lumière naturelle, comme vous l'avez demandé. Léa fit le tour de l'espace vide, imaginant déjà les possibilités. Ses doigts tracèrent le rebord du rebord de la fenêtre. Il faudra beaucoup de couleurs, décida-t-elle. Toutes les couleurs qui existent. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait sa descente, la visite touchait à sa fin. La plupart des ouvriers étaient partis, laissant le site étrangement silencieux. Enzo et Léa firent un dernier tour, juste tous les deux. Leurs pas résonnaient dans un bâtiment bientôt rempli de voix d'enfants, de rires, de larmes et d'histoires. Ils s'arrêtèrent devant le mur de l'entrée principale, encore nu, attendant la fresque qui reprendrait le dessin de Léa, agrandi. Un arbre aux racines profondes et des enfants dans ses branches. Demain, l'artiste commencera à transférer ton dessin sur le mur, expliqua Enzo. Ce sera la première chose que les enfants verront en arrivant. Léa regarda le mur, puis Enzo, son expression soudain sérieuse. Tu crois que ces enfants auront la même chance que moi avec toi ? La question prit Enzo au dépourvu, non par son contenu, mais par sa profondeur émotionnelle. Il se souvint de chaque étape de leur voyage. La première rencontre au restaurant, son abri en carton s'effondrant sous la pluie, cette petite main s'agrippant à la sienne avec méfiance, sa fièvre, la promesse de minuit, les papiers d'adoption enfin arrivés. Il s'agenouilla à sa hauteur, comme il le faisait toujours lorsque la conversation était importante. Maintenant, ils t'ont toi aussi, Léa, répondit-il doucement. Un lent sourire illumina son visage, comprenant le poids de ses mots. Ce n'était pas seulement Enzo qui avait changé la vie de Léa. Léa avait changé la sienne, l'inspirant à créer cet endroit, à ouvrir son monde au-delà des murs de béton et de silence qu'il avait construits autour de lui. Sans dire un mot de plus, ils continuèrent à marcher dans le bâtiment qui était à la fois une réalisation architecturale et une transformation personnelle. De toutes les structures qu'Enzo avait créées, et il y en avait des dizaines, certaines reconnues internationalement, aucune ne portait autant de sens que celle-ci, construite brique par brique avec l'aide de l'enfant qui lui avait appris à voir au-delà des façades. En sortant, Léa s'arrêta pour un dernier regard sur Maison Racine, sa silhouette se découpant sur le ciel orangé. D'un geste spontané, elle tendit la main à Enzo, qui la prit sans hésitation. Un geste simple, répété des centaines de fois au cours des derniers mois, mais qui n'avait jamais perdu sa signification. Confiance, sécurité, appartenance. « On apporte d'autres dessins demain ?» demanda-t-elle alors qu'il retournait à la voiture. « Autant que tu veux » répondit Enzo, sachant que son classeur bleu serait de nouveau plein le lendemain matin.
Sur le trajet du retour, Léa s'assoupit sur la banquette arrière, comme elle le faisait souvent après les journées intenses sur le site. Enzo ajusta le rétroviseur pour la regarder. Son visage endormi était l'image même de la sécurité, quelque chose qui, il n'y a pas si longtemps, avait été un luxe étranger pour elle. Dans 2 semaines, Maison Racine ouvrirait ses portes. Pas seulement un bâtiment, mais un manifeste façonné sous la forme d'une maison. Une déclaration que d'autres enfants pourraient trouver la même chance que Léa avait trouvée ou pas nécessairement être adoptés comme elle, mais avoir un endroit sûr pour grandir, apprendre et rêver. Quand ils arrivèrent à la maison, Enzo porta Léa à l'intérieur. Son léger poids contre sa poitrine, un rappel constant de la responsabilité qu'il avait assumée et de la joie inattendue qui l'accompagnait. « Comment s'est passée la visite ?» murmura Elena en les rencontrant dans le couloir. « La maison est presque prête », répondit Enzo, également à voix basse. « Nous aussi. » En portant Léa dans sa chambre, Enzo médita sur le double sens de ses propres mots. Maison Racine et la famille que lui et Léa avaient formée partageaient le même parcours, de structures vides et silencieuses à des espaces débordants de buts et de vie. Dans la chambre, maintenant décorée de couleurs vives si différentes du minimalisme qui dominait autrefois son appartement, il déposa Léa sur son lit. Elle bougea à peine, épuisée par la journée. Elle se décala juste assez pour serrer son ours en peluche rafistolé, toujours présent depuis ses jours dans la rue. Avant de partir, Enzo remonta la couverture autour d'elle, prenant un moment pour observer la pièce qui symbolisait tant de changements, les dessins au mur, les livres sur les étagères, les jouets soigneusement rangés dans des bacs colorés. Tout un nouveau monde construit en moins d'1 an, si différent du vide ordonné qu'avait été sa vie. Comme Maison Racine, lui et Léa avaient construit quelque chose de nouveau ensemble, pièce par pièce. Et comme la fresque qui ornerait bientôt l'entrée de la maison, elle avait des racines profondes et des branches qui atteignaient le ciel. De la place pour grandir dans des directions qu'aucun d'eux ne pouvait prédire, mais qu'ils exploreraient ensemble. Le jour de l'ouverture arriva avec un ciel bleu parfait, comme si même le temps voulait célébrer. Enfin achevée, Maison Racine brillait sous le soleil, non pas comme une institution, mais comme la maison qu'elle avait été conçue pour être. Les murs extérieurs, peints dans des jaunes doux et terre cuite, se détachaient sur des détails en bois et de grandes fenêtres en verre. Le jardin fraîchement planté promettait des fleurs et de l'ombre dans les mois à venir. Dès le petit matin, bénévoles et personnels s'affairaient aux derniers ajustements. Des tables chargées de collations colorées remplissaient la cour centrale. Des ballons jaunes aux la couleur choisie par Léa pour la maison, flottaient à des endroits clés. Un ruban rouge barrait l'entrée principale, attendant la coupe symbolique. Dans l'appartement d'Enzo, la matinée commença encore plus tôt que d'habitude. Léa s'était réveillée avant le lever du soleil, trop excitée pour dormir. Maintenant, elle était dans sa chambre où Elena l'aidait à se préparer pour la cérémonie. « Reste tranquille encore un peu », supplia Elena en ajustant un nœud jaune sur la robe blanche que Léa avait choisie spécialement pour l'occasion. « Je ne peux pas », répondit Léa, rebondissant pratiquement sur place. « Je suis trop excitée. » Dans le salon, Enzo attendait, inhabituellement nerveux. Il portait un costume bleu marine parfaitement taillé, mais sans cravate, une concession à l'informalité qui imprégnait maintenant sa vie. Ces derniers jours, il avait réfléchi à la manière de gérer l'ouverture. Il voulait quelque chose digne de l'importance de Maison Racine, mais pas si grandiose que cela aliénerait les enfants même censés y vivre. « Nous sommes prêtes », annonça Elena en entrant dans le salon avec Léa. Enzo se retourna et sentit son cœur manquer un battement. Léa était radieuse dans sa robe blanche, le nœud jaune assorti à ses chaussures. Ses boucles blondes tombaient doucement autour de son visage rougi par l'excitation. « Tu es magnifique », dit-il simplement. « Toi aussi, tu es beau », répondit-elle en tournant sur elle-même pour montrer sa robe. Comme un vrai papa qui va à une fête importante. La simplicité de cette observation le frappa. Un vrai papa. C'est ce qu'il était devenu, pas seulement sur le papier, mais dans chaque fibre de son être. Quand ils arrivèrent à Maison Racine, le site était déjà rempli de monde. Personnel, bénévoles, quelques représentants des services sociaux, surtout, les premiers enfants à y être accueillis. 10 garçons et filles d'âge variés, tous issus de situations vulnérables, observaient la scène avec le même mélange de méfiance et d'espoir qu'Enzo avait vu autrefois dans les yeux de Léa lors de sa première nuit dans son appartement. Marcos s'approcha, souriant largement. « Tout est prêt, dit-il. Quand vous voulez commencer ?» Enzo jeta un coup d'œil à Léa, qui serrait fort sa main, soudain anxieuse avec tant de monde autour. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, prenant une profonde inspiration comme il le lui avait appris pour les moments de nervosité.
La brève cérémonie commença avec un minimum de formalités. Enzo fit un court discours sur les origines et le but de Maison Racine, sans jamais mentionner explicitement l'histoire personnelle qui l'avait inspiré. Puis quelques représentants des agences de services sociaux parlèrent de l'importance de telles initiatives. Parmi les invités, Teresa, l'assistante sociale qui avait supervisé l'adoption de Léa, observait avec des yeux brillants. Lorsque son regard croisa celui d'Enzo, elle fit un petit signe de la main, un geste porteur d'approbation et de respect. Elle avait été témoin non seulement de la transformation d'une enfant, mais aussi d'un homme. Roré, le chef de chantier, était là avec sa famille, arborant fièrement une belle chemise probablement réservée aux occasions spéciales, les mains calleuses bien en évidence, comme des médailles d'honneur pour avoir construit quelque chose qui comptait vraiment. Enfin, le moment attendu arriva. Enzo et Léa se positionnèrent près du ruban rouge à l'entrée principale. Un silence tomba sur la petite foule. « Maison Racine ne m'appartient pas », dit Enzo, sa voix claire dans l'air matinal. Ce n'est pas un projet d'entreprise ou une institution typique. C'est un lieu qui appartient à ceux qui en ont le plus besoin. Il marqua une pause, regardant Léa. Et personne ne comprend mieux ce besoin que quelqu'un qui a été de l'autre côté. Sur ces mots, il tendit les ciseaux à Léa. Elle les accepta avec la solennité de quelqu'un qui saisissait la gravité du moment. Soigneusement, elle les aligna, ajusta son nœud jaune une dernière fois et coupa le ruban rouge avec détermination. Des applaudissements éclatèrent. Des ballons jaunes furent lâchés dans le ciel. Mais le véritable moment d'impact vint lorsque les portes s'ouvrirent complètement, révélant le hall principal, sur son plus grand mur, la fresque créée par Léa. L'arbre qu'elle avait dessiné, maintenant agrandi et coloré de manière vibrante, montrait des racines profondes et des branches étendues comme des bras accueillants. Parmi les branches, de petites silhouettes représentaient des enfants de toutes couleurs et de tous âges. Et en bas, en grandes lettres colorées, la phrase qu'elle avait écrite « Ici, tu peux prendre racine et puis t'envoler ». Il y eut un silence collectif, le genre qui se produit lorsque quelque chose touche profondément les gens. Puis, comme sortant d'un sortilège, tout le monde commença à entrer, à explorer, à s'émerveiller de chaque détail. Les enfants qui seraient les premiers résidents furent conduits par leurs éducateurs, découvrant pour la première fois leur nouvelle maison. Léa, d'abord timide, se joignit bientôt à eux, endossant le rôle d'hôtesse avec une aisance surprenante. « Ça, c'est la bibliothèque », expliqua-t-elle en montrant la pièce qu'elle avait aidé à concevoir. « Il y a des livres de toutes sortes. Vous pouvez les emmener dans votre chambre aussi. » Chaque coin de Maison Racine portait la marque de la collaboration d'Enzo et Léa. Les chambres, plus petites et plus douillettes que les standards institutionnels, avaient chacune leur propre personnalité, certaines sur le thème de la forêt, d'autres de l'océan, d'autres de l'espace. Mais toutes partageaient les mêmes caractéristiques essentielles, de larges fenêtres donnant sur des espaces verts, des lits confortables et de l'espace pour les affaires personnelles. La salle de musique, remplie de divers instruments et à l'acoustique parfaite, attira déjà quelques enfants. Un garçon d'environ 9 ans tapa timidement sur un tambour, ses yeux s'écarquillant au son qui réverbérait dans l'espace. Une bénévole s'assit au piano et commença une douce mélodie, attirant d'autres enfants comme des papillons vers une flamme. Enzo observait à distance, le cœur plein. La métamorphose de Léa, d'une enfant effrayée dormant sur du carton à cette petite personne confiante guidant les autres, était peut-être la preuve la plus claire du pouvoir transformateur de l'amour. L'équipe de Maison Racine, psychologues, éducateurs, personnel soignant, se mêlait aux enfants et aux visiteurs, donnant le ton de chaleur qui définirait l'endroit. Une psychologue observait Léa avec une curiosité professionnelle, clairement impressionnée par sa résilience et son don pour se connecter avec les autres. « Elle est vraiment spéciale », remarqua la psychologue à Enzo lorsqu'il s'approcha. « Elle a une intuition naturelle pour ce dont les autres enfants ont besoin. » Enzo hocha la tête, fier mais pas surpris. L'empathie de Léa avait toujours été son super pouvoir, peut-être aiguisée par les épreuves qu'elle avait affrontées si tôt. Au fur et à mesure que la journée avançait, la structure formelle de la cérémonie laissa place à une célébration plus détendue. Une musique douce jouait dans le jardin. Les tables de collation étaient réapprovisionnées. Enfants et adultes déambulaient dans le bâtiment, chacun trouvant sa place dans cette communauté naissante. En fin d'après-midi, alors que les invités commençaient à partir, Enzo trouva Léa assise sur l'une des hautes balançoires sur lesquelles elle avait tant insisté. Des balançoires assez hautes pour voir le ciel. « Comment s'est passée la grande journée ?» demanda-t-il en prenant place sur la balançoire adjacente. Elle se balançait doucement, regardant le ciel qui prenait maintenant les couleurs du crépuscule. «
C'était le deuxième meilleur jour de ma vie, répondit-elle pensivement. Et quel était le premier? Elle sourit, un sourire qui illuminait tout autour d'elle. Le jour où tu m'as ramené à la maison, idiot. Enzo rit, se balançant en rythme avec elle. De toutes les réunions, présentations et événements qu'il avait jamais dirigés, aucun n'avait été aussi significatif que celui-ci. Maison Racine n'était pas seulement un projet parfaitement exécuté, mais un symbole tangible de la façon dont l'amour peut construire des ponts là où il n'y avait que du vide auparavant. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle routine prit forme. Léa poursuivit sa vie scolaire, de plus en plus absorbée par l'art et la littérature. Ses dessins devinrent plus complexes, ses histoires inventées remplissaient des cahiers entiers. Enzo montrait un intérêt sincère pour chaque nouveau projet, s'asseyant sur le sol de son bureau à domicile nouvellement réaménagé au maintenant mi-espace de travail, mi-coin d'art pour que Léa dessine à côté d'elle ou écoutant ses histoires. Les professeurs de Léa louaient souvent son talent artistique et son expression remarquable pour son âge. Elle a une vision du monde très unique, dit son professeur d'art à Enzo lors d'une réunion parents-professeurs. Comme si elle avait vécu plus que ses années. Le soir, un nouveau rituel eut lieu. Léa écrivait dans un journal intime décoré d'étoiles dorées. « Je garde toutes les histoires importantes », expliqua-t-elle à Enzo. « Pour toujours me souvenir de comment on en est arrivé là. » Le week-end, ils visitaient ensemble Maison Racine. Enzo proposait des ateliers d'initiation à l'architecture, apprenant aux enfants plus âgés à dessiner et à construire des maquettes simples. Voir ces enfants, beaucoup issus de situations extrêmement vulnérables, découvrir qu'eux aussi pouvaient créer et construire lui apportait un sentiment d'accomplissement qui éclipsait toute récompense professionnelle. Léa, pendant ce temps, se liait d'amitié avec les autres enfants, partageant ses crayons et ses histoires inventées. Elle avait un talent spécial pour atteindre les enfants nouvellement arrivés, ceux qui portaient encore le regard hanté de peur et de méfiance qu'elle avait eu autrefois. « Comment fais-tu pour qu'ils te fassent confiance si vite ?» demanda Enzo une fois, l'observant jouer avec une fille arrivée depuis seulement 2 jours et qui n'avait parlé à personne. « Je me souviens de ce que c'est, dit simplement Léa. C'est plus facile de faire confiance à quelqu'un qui a été là où tu es. » L'impact de Maison Racine commença à dépasser ses murs. D'autres centres de services sociaux prirent contact, intéressés par le modèle. Des journaux locaux publièrent des articles discrets. Des professionnels du domaine visitèrent, curieux de voir l'approche. Enzo les accueillit ouvertement, partageant plans, idées, succès et défis. Sa vision n'était pas seulement de construire un seul endroit, mais d'inspirer un changement plus large dans la façon dont la société prenait soin de ses enfants les plus vulnérables. Un dimanche particulièrement ensoleillé, ils décidèrent de pique-niquer dans le jardin de l'institution. La jeune verdure offrait une ombre clairsemée sous les arbres nouvellement plantés. Ils étendirent une couverture à carreaux sur l'herbe, déballèrent des sandwichs, des fruits, des muffins faits maison, bien sûr, des briques de jus. Assis côte à côte, ils regardaient les autres enfants jouer. Certains, arrivés récemment, portaient encore la méfiance dans leurs yeux. D'autres, là depuis plus longtemps, montraient les premiers signes d'une confiance retrouvée. Le jardin de Maison Racine s'épanouissait, tout comme ses petits habitants. Les fleurs fraîchement plantées bourgeonnaient, les jeunes arbres devenaient plus forts chaque jour. Les enfants autrefois blessés recommençaient à sourire. C'était un écosystème de guérison et de croissance. « Je me souviens quand tu m'as ramené à la maison cette nuit de pluie, dit soudain Léa en grignotant une tranche de pomme. J'avais peur que tu me renvoies le lendemain. » Enzo sentit un pincement au cœur en se rappelant la vulnérabilité de ses premiers jours. « Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu mon appartement pour la première fois ?» demanda-t-il, curieux de sa perception de ces moments initiaux. Léa considéra la question, penchant la tête comme elle le faisait lorsqu'elle réfléchissait profondément. « J'ai pensé que c'était un château, » répondit-elle finalement avec un petit sourire. Mais c'était trop calme. Et beaucoup trop blanc. J'avais peur de salir quelque chose. Enzo rit intérieurement, se souvenant de son ancien moi, l'homme obsédé par l'ordre et le silence, vivant dans un espace parfaitement agencé et totalement vide. « Et maintenant, qu'en penses-tu » ? « Maintenant, c'est une vraie maison, » dit-elle avec confiance. Avec des dessins sur le frigo, des jouets et du bruit. Enzo hocha la tête, pensant à la façon dont son appartement s'était transformé avec lui, d'un espace immaculé et impersonnel à un foyer vivant. « Et toi ?» Léa retourna la question. « Qu'est-ce que tu as pensé quand tu m'as vu la première fois ?» Sa question le surprit. Il n'avait jamais vraiment discuté de cette première rencontre à la porte du restaurant. « J'ai pensé que tu étais très courageuse, » répondit-il honnêtement. « Demander de l'aide à un étranger.
Dire ces mots difficiles. Beaucoup d'adultes n'auraient pas ce courage. Léa sembla satisfaite de sa réponse. Puis elle le fixa avec ce regard intense qui brillait parfois dans ses yeux d'enfant. « Et maintenant » demanda-t-elle. Enzo regarda autour de lui, le jardin florissant, les enfants qui jouaient, la maison Racine qu'ils avaient construite. Puis il regarda Léa, la personne extraordinaire qu'elle devenait. « Et maintenant, on est une vraie famille, n'est-ce pas » demanda-t-elle, bien que son ton indiqua qu'elle le savait déjà. Enzo sourit, un sourire calme et satisfait. « Oui, Léa. On a construit ça ensemble. » Elle lui sourit en retour, posant sa tête sur son bras, regardant les autres enfants courir dans le jardin. Au loin, une nouvelle fille, tout juste arrivée, observait à distance, trop timide pour se joindre aux autres. Ses grands yeux fatigués rappelèrent à Enzo ceux de Léa ce premier jour. « Je crois que je vais l'inviter à jouer », décida Léa en se levant. Avant de partir en courant, elle se tourna une dernière fois vers Enzo. « C'est ça que font les familles, n'est-ce pas? Aider les autres à ne pas être seuls. » Alors qu'il la regardait courir vers la petite fille solitaire, Enzo ressentit une profonde émotion. Maison Racine avait commencé comme un projet inspiré par Léa. Maintenant, c'était aussi un espace où elle pouvait donner en retour, partageant la sécurité et l'amour qu'elle avait trouvé. À l'horizon, le soleil commença sa lente descente, projetant une lumière dorée sur le jardin. Les ombres s'étiraient, douces et accueillantes, comme les bras de l'arbre peint par Léa. Des enfants riaient, des adultes discutaient à voix basse, des oiseaux chantaient dans les jeunes arbres. Une scène qui, il n'y a pas si longtemps, aurait été entièrement étrangère à la vie d'Enzo. L'un des éducateurs s'approcha, s'arrêtant respectueusement à quelques pas. « Monsieur Mancini, je voulais juste dire, ce que vous avez fait ici est extraordinaire. Nous recevons des appels d'autres centres de services sociaux qui veulent en savoir plus sur le modèle, peut-être le reproduire. » Enzo hocha la tête, reconnaissant. L'idée que Maison Racine puisse inspirer d'autres projets similaires, que plus d'enfants puissent trouver la sécurité comme Léa, était profondément gratifiante. « Ce n'était pas seulement mon idée », répondit-il en regardant Léa conduire la fille timide par la main vers les hautes balançoires. « C'était une création commune. » Sur le chemin du retour, ils roulèrent dans un silence confortable pendant que Léa feuilletait un nouveau livre qu'elle avait reçu d'un bénévole de la maison. De temps en temps, elle levait les yeux vers le paysage qui défilait dehors, comme si elle absorbait tout. « Tu sais ce que j'aime le plus à Maison Racine » demanda-t-elle soudainement. « Qu'est-ce que c'est » répondit Enzo, croisant son regard dans le rétroviseur. « C'est que personne n'est invisible là-bas, dit-elle avec cette sagesse occasionnelle. Tout le monde est vu. Être vu. N'était-ce pas le désir le plus profond de chaque être humain? N'était-ce pas ce que Léa cherchait ce tout premier jour, en demandant un goûter à un étranger? N'était-ce pas ce que lui-même, sans s'en rendre compte, avait aussi désiré dans son appartement silencieux et parfait? La vie qu'ils avaient construite ensemble, Enzo, l'architecte habitué au béton et au silence, et Léa, la fille qui dormait sur du carton, était la preuve vivante que les transformations les plus profondes commencent par des gestes simples, offrir un repas, fournir un abri sous la pluie, tenir une promesse. Il n'y avait pas de magie dans leur histoire, seulement des choix. Petits, mais constants. Le choix de s'arrêter et de remarquer une enfant demandant de l'aide. Le choix d'ouvrir sa vie et de l'organiser autour de la force chaotique et transformatrice de l'amour. Le choix de construire, brique par brique, une famille là où il n'y avait eu que la solitude. Et avec elle, un lieu pour que d'autres enfants puissent enfin être vus. Pour ceux qui attendent encore.